Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, c'est 10-12 le Zénith, nouvelle rencontre en ce jour avec vous. Nous sommes certains que nous irons également au terminus, mais surtout nous allons toucher avec vous, comme à l'accoutumée, quelques sujets plus que jamais importants qui gravitent autour du Cameroun et même autour du monde, avec lesquels nous ferons corps pendant cette édition. Il est important de rappeler également que ce matin, le Cameroun vibre et rythme encore, on dira bouge au rythme, mais bien sûr de l'actualité autour du Covid-19, dont on nous fait état encore de 27 cas jusqu'ici supplémentaires aux cas qui ont déjà été rassemblés, mais surtout rappeler que le Cameroun reste aujourd'hui l'un des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne par le Covid-19. Quelles sont les mesures qui ont été engagées pour lutter efficacement contre cette maladie, cette pandémie qui n'arrête pas de faire des victimes? On s'en souvient encore à travers un reportage diffusé dans le cadre du journal TV sur Equinox Télévision que des personnes dont le Mungo sont plus que jamais heureux des mesures d'assouplissement reconnues autour de la lutte contre le Covid-19. On en reparlera certainement dans cette édition. La grande famille est au complet ce matin. Nous allons les accueillir comme cela se doit avec manière. Charlamagne Bathiou, c'est bien sûr avec vous qu'on commence ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Souffrez que ce matin, je ne vous salue point, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi? Parce que j'arrive avec une colère immense. Nous a-t-on menti sur les chiffres des morts au Cameroun? Telle est la question qu'on se pose. Au vu des dernières révélations dans les réseaux sociaux, avec un document de l'interpellation du gouverneur du littoral auprès des acteurs de la filière bois, dans laquelle il sollicite une mise à disposition des planches pour environ une centaine de corps abandonnés dans les morgues. Alors que le ministre nous dit qu'on a 65 morts, le gouverneur, lui, il sort une autre copie. Là, il dit on a besoin des planches pour près d'une centaine de personnes dont les corps ont été abandonnés, mais qui sont décédés du Covid-19. Autre chose, un rapport français sur la situation du Covid-19 contredit les chiffres officiels. 1396 cas positifs au Covid et 350 décès à la date du 23 avril. Alors, finalement, à quoi est-ce qu'on joue là-bas à Yaoundé? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Pourquoi de trop de tripatouillage sur les chiffres? On veut les chiffres exacts. On veut les chiffres exacts et il est important, plus que jamais, Charlamagne Bathiou, d'inviter le gouvernement camerounais à rendre les choses transparentes pour les Camerounais, arrêter également de manipuler les chiffres parce que si on poursuit cette attitude-là à manipuler les chiffres et à ne pas donner la vérité au peuple camerounais et qu'elle se rende compte par la suite qu'il y a eu tripatouillage, on se demande finalement qui plus que jamais sera discrédité. Bombok Bengan, bonjour à vous et bienvenue Bombok. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Charlamagne, je vais dans votre sens. Notre pays nous a habitués à piétiner les lois et à se conformer aux pratiques. La pratique au Cameroun voudrait qu'on cache les chiffres. C'est pour cette raison que nous les indigènes, pour avoir des chiffres approximatifs, nous multiplions généralement les chiffres officiels par 5 ou par 6. Pour ça, Charlamagne. Donc, 79 cas morts selon le ministre, cela ne nous aurait jamais dépassé. Même les simples menuisiers auraient déjà, on pourrait trouver des cercueils. Mais voilà. Bon, ça c'est pour ceux dont les corps ont été abandonnés. Seulement à Douala. Donc ça veut dire que et d'habitude, les corps abandonnés, il y a un communiqué qui demande aux familles de venir identifier les corps, auquel cas on va les mettre dans une fosse commune. Mais ici, c'est spécifique. Ça veut dire également la chose suivante, que le gouvernement sorte du maquis, ou alors, comme disait un ancien membre du gouvernement, Henri Okbendine, qu'on décolonise la recherche, qu'on donne un peu d'argent à Monseigneur Cléda, comme on ne veut pas nous donner, nous les associations des sorciers et guérisseurs, des dictionnaires, nous on tue les gens. Donnons au moins à l'archevêque de Douala. Lui, il est inondé. Les gens viennent du Tchad, du Gabon, partout. Parce que précisément,
il est sûr de son remède. Ou alors, vous ne voulez pas commander à Madagascar parce que la France risque de s'énerver. Donnez donc à votre archevêque, il multiplie les médicaments pour sauver les vies. Au moins, lui, il va sauver les vies. Comme il donne gratuitement, donnez-lui les moyens pour multiplier. C'est même la petite saison des pluies. Il dit, il n'a pas encore rendu public ses recettes. En tout cas, Bonbon Benga, nous allons suivre avec vous et également les Camerounais, l'évolution de cette actualité, mais surtout l'appréciation ou encore la proposition du protocole qui n'a pas encore été rendu public effectivement par Monseigneur Samuel Cléda autour du Covid-19 dont il dit effectivement l'efficacité du remède à lutter contre la maladie. Tout à fait, si vous permettez, avec cette confusion, peut-être on reviendra dessus tout à l'heure. Je répète toujours que la diaspora a dit qu'elle va vous consulter gratuitement à travers Télémedcam. Donc consultez-vous. Comme maintenant, avec ma grippe, on a failli dire que j'avais le Covid. Je suis rentré moi tranquille. Donc, il faut vous brancher à Télémedcam. Là, on vous consulte. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. Allez, on va accueillir ce matin Karine Santia avec nous. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous sur une demande d'explication qui suscite la curiosité même des internautes depuis quelques jours, mais c'est une demande d'explication qui date du 13 avril du directeur de l'hôpital de district d'Awaé à une aide-soignante de ce centre de santé. Et dans la demande d'explication, il dit qu'en date du 11 avril, dans le groupe WhatsApp de l'hôpital de district d'Awaé, tout en reprenant un message précédemment édicté, vous avez fait un voicemail en ces termes. Eh, grande sœur, vraiment, cette fois-ci, c'est pourri gâté. Heureusement que moi, même si tu es l'éléphant, tu ne peux jamais me piétiner. Aka, laisse les gens. Il demande, de quoi parliez-vous? À qui vous adressiez-vous? Quels étaient vos objectifs? Veuillez dans les 48 heures et sans distraction aucune apporter des réponses à ces questions. Le Cameroun est un pays formidable vivant seulement. Lorsque le directeur d'une formation sanitaire, pour avoir écouté un voice note dans un forum WhatsApp, qui est d'ailleurs un forum, et il faut rappeler Karine, le forum est fermé, il n'est pas ouvert. Il est fermé, donc c'est des personnes qui sont dans un forum qui peuvent se prononcer sur des sujets et qu'ils demandent à ce qu'on lui dise exactement de quoi parler cette personne. Au point d'en faire une demande d'explication, c'est assez grave. On le vivra et puis on va le reconstruire ensemble ce pays. Dominique Audrey Oyengelek, plaisir de vous retrouver ce jour sur 10-12 le Zénith. Bonjour à vous et bienvenue. Le plaisir est partagé, Michel Gachou. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. L'interrogation que j'ai ce matin, c'est celle de savoir, désormais, pour qu'on puisse aider des populations, il faudrait qu'on ait la permission pour donner des masques aux personnes de Mona Télé, par exemple. On doit avoir la permission d'abord, on doit avoir des forces de police sur le terrain pour qu'on puisse protéger les populations. Moi, ce communiqué qu'on a tous lu d'ailleurs m'a un peu froissé parce que je n'ai pas compris quel était le but, quel était l'objectif. Est-ce que c'était par rapport aux dons à attribuer à M. Bédigui Célestin? La question, je me la pose. On pourrait dire oui, puisque celui-ci a dit qu'il se tourne les talons. Les talons. C'est malheureux. Vraiment. Écoutez, Dominique Audrey Oyengelek ce matin, qui nous le dit effectivement, c'est malheureux, c'est son point de vue, mais surtout son appréciation de ce qui se passe en ce moment à Mona Télé. On sait également que l'autorité administrative de ce côté a interdit toute remise de dons publics dans son territoire de compétence, alors qu'on est... Pardon ? Est-ce que c'était un plan pour humilier le MRC? En même temps, peut-être c'est un plan oui ou non. Vous pouvez le voir comme une action, ça peut être un plan. D'accord. Bien savamment monté. Sauf que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le moment quand même. Vulgaire élection, il est question de la vie des Camerounais. Quand vous connaissez l'homme, son passé, vous pouvez savoir là où on va. Très bien. Allez, madame, messieurs, ce matin, on vous attend, comme d'habitude. Vos nombreuses réactions nous font plaisir.
vos nombreux points de vue, vos nombreux apports en même temps nous honorent. Des sujets seront évoqués ici. Laissez-nous vos commentaires et vos appréciations, mais surtout l'histoire du jour qui nous est rapportée ce matin par Dominique Audrey Oyengelek. Il s'agit de quoi ce matin, Dominique? On reste dans le cadre familial avec cette jeune fille qui nous envoie l'histoire de son frère âgé de 22 ans. C'est son frère aîné. Elle expose la situation de celui-ci. Il a 22 ans et il est en 5e année d'ingénierie informatique. Elle raconte que celui-ci actuellement fait des stages rémunérés et que lorsqu'il était en 4e année l'année dernière, il y a assisté pendant 3 mois et on lui donnait 125 000 francs par mois. Ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il rentrait à la maison, il prenait 50 000 qu'il donnait à son père. Je tiens d'abord à mentionner que en allant en mariage, la mère de ce garçon est allée avec lui. Donc, elle est allée en mariage avec ce garçon-là qui aujourd'hui travaille. Donc, son père adoptif, son beau-père, il lui donnait 50 000 francs tous les mois. Après les 3 premiers mois de stage, il a continué à l'école. Depuis le mois de janvier, il a recommencé et il donnait toujours 50 000 à son père. À côté de ça, il donnait un peu d'argent à sa mère pour la nourriture et il donnait également des frais d'électricité, de câbles et il dépannait ses petits frères. Lorsqu'il y a eu le confinement, la société pour laquelle il travaille, une société d'informatique, a demandé que les travaux soient réduits. Donc, il allait juste en entreprise 1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps, il était à la maison et il travaillait à domicile. L'autre conséquence de ce confinement obligatoire, c'est que le salaire a été scindé en 2. Donc, vous allez faire 125 000 divisé par 2. On est sensiblement à 63 000, quelque chose comme ça. Et là, il est allé vers son père et il lui a dit, papa, on est en confinement, le salaire a été réduit de moitié, donc je vais te donner 30 000. Sauf qu'il s'est heurté au refus catégorique de son père qui lui dit, tu me donnes 50 000, auquel cas tu sors de ma maison, de toute façon, tu as plus de 21 ans, tu peux déjà aller louer. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais déjà un terrain, j'étais déjà mariée. Donc, c'est à toi de voir. Ou tu me donnes les 50 000, ou tu sors de chez moi. L'autre détail marquant de l'histoire, c'est que le garçon fait une tontine de 20 000 francs tous les mois. Ça, c'est personnel. Il cotise 20 000 francs par mois. La mère de ce jeune homme lui demande de céder, d'obtempérer à ce que son beau-père lui dit et de patienter jusqu'à ce qu'il puisse avoir la maturité nécessaire pour partir de la maison. Donc, voilà un garçon qui est embarrassé. Il aimerait savoir comment gérer cette situation. À côté de ça, on peut se poser la question de savoir, lorsqu'on vit chez ses parents, est-ce que ceux-ci ont un droit de regard sur notre salaire? Parce que ce père dit qu'il n'a pas pu avoir une retraite décente à cause de cet enfant, que sa scolarité lui a coûté trop cher. L'histoire du jour, madame, monsieur, avec vous aussi 10-12, le Zénith, histoire de famille, histoire de vie, histoire de société en même temps. Charles Amen Bachou, Bon Bengan, Karine Santia, vos avis également sont entendus, y compris les téléspectateurs. Je commence avec vous, Mbombok. Au-delà, ou encore en regardant ou en écoutant Dominique Audrey ce matin, ce garçon va absolument avoir une réponse. Comment va-t-il se comporter vis-à-vis de son papa, vis-à-vis de sa maman et vis-à-vis de lui-même pour son avenir? Quelle réponse lui donnez-vous? Je lui demanderai de négocier avec son père parce qu'il y a des situations compliquées qui, si vous n'y allez pas avec tact et subtilité, vous pouvez avoir toutes les malédictions du monde, alors qu'au départ, vous aviez une vie apparemment sur les bonnes bases. Pourquoi je le dis? Précisément parce que en Afrique, il n'y a pas d'opposition entre le parent et ses enfants. Or, l'Occident vous met le parent contre les enfants. C'est pour cette raison que un enfant peut appeler la police parce que papa gronde, parce que papa a un type de comportement qu'il ne sait pas. Nous, la police ne viendra pas. La police vient, je vais dire au policier, bon, va avec mon enfant, ou reste avec lui. Donc, ici chez nous, c'est le consensus. Je constate que le père avait au départ procédé par des négociations qu'il n'a pas terminées. Ce n'est pas son enfant biologique. Quand il épouse sa femme, on lui donne cet enfant. Ça veut dire qu'en fait, avec la belle famille,
Ça existe souvent. Vous venez doter une femme, vous trouvez qu'elle a fait un enfant avant le mariage, vous négociez, on vous donne cet enfant. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'enfant adoptif, c'est des termes rébarbatifs. Nous, on ne veut plus ça, c'est son enfant. Dès lors que la famille lui a donné cet enfant, ça devient son enfant. Et il a donc commencé à lui inculquer une bonne orientation qu'il n'a pas achevée. Il aurait dit à l'enfant, voilà comment il rappelle, tu as déjà plus d'argent. À 18 ans, oui. À 18 ans, il faudra penser à quitter la maison. Mais sauf que les contingences font que l'enfant, d'abord là, il ne travaille pas. Il est encore à l'école, mais comme il a un stage où il y a une petite rémunération, il donne. Mais est-ce que c'est normal que le papa demande à l'enfant de donner 50 000 francs tous les mois? J'ai dit non. Pour la simple raison que, voilà, ce n'est pas la simple raison. Vous prenez le problème comme ça, vous le posez mal. C'est pour ça justement que, parce que nous ne posons pas le problème en termes de conflit père-enfant. On vous a compris. Mais lorsque le père dit à l'enfant, j'ai dit donc, je demande à l'enfant, j'ai investi pour vous, pour que vous alliez à l'école, et vous devriez obligatoirement me donner 50 000 francs, pas de 30 000 francs le mois. Comment vous comprenez ça? C'est ça que j'explique, que ça veut dire que cette éducation, cette orientation n'est pas parachevée. Ça peut être les contingences de la vie, c'est-à-dire l'enfant est encore à l'école, il n'a pas encore terminé. Donc les stages qu'il fait, c'est des stages, mais il a une rémunération, il trouve qu'il peut aider. Et en plus, on ne sait pas si le premier salaire il est venu donner à son père et son père a fait un partage. Parce que ça aussi, on ne connaît pas. Donc, si vous prenez le problème de cette manière, vous êtes dans un logiciel occidental où le parent et les enfants bagarrent. Nous, ce n'est pas ça. Le premier salaire, vous remettez au papa. Oui. Papa peut donc prendre et vous dire merci, il vous salue. Ou alors, je pense que là, il y avait eu un partage. Papa lui a dit, oui mon fils, comme tu es encore sous mon toit, tu aurais dû quitter à 18 ans, mais je ne peux pas te chasser, tu es encore à l'école. Je voudrais que tu termines, vraiment qu'on se sépare normalement. Et cette situation arrive. Je dis donc que ce sont ces situations conjoncturelles qui ont perturbé. Et j'appelle au papa, je lui dis, non papa, calme un peu. Tu as commencé à accompagner ton fils et ne fais pas, c'est pas maintenant qu'on va aboutir à des conflits. Mais comme il doit y avoir des problèmes, peut-être papa est malade, peut-être. Donc, si vous posez mal le problème, vous risquez de penser que... Mais il regarde seulement le salaire de son fils. C'est pas vous posez le problème comme ça, il est mal posé. D'accord. Parce que quand papa, on ne sait pas comment ça a été négocié, les émoluments que le gars a. Et le gars revient en disant, papa, je veux réduire. Attends, donc c'est comme ça que ça se fait. Donc il faut continuer ces négociations-là et dire à papa, non papa, il faut fléchir. Ton fils sait qu'il va quitter la maison et en plus, comment je vais dire ça, le parlementarisme que vous avez, le dialogue que vous avez institué, ne le rompez pas maintenant. Parce qu'il faut accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il sorte de la maison, même si quelquefois le ton peut être menaçant, mais on ne change jamais, jusqu'à ce qu'il ait une femme et institution. Donc ramenez, revenez, causez bien et que l'enfant, si c'est 50 000 qu'il gère, qu'il dise que non, c'est papa, demain je viendrai l'enterrer. Bon, j'attache le cœur, comme on dit, je lui donne les 50 000. Point de vue de Momo Bengan ce matin. Au regard effectivement de la situation, au regard de l'histoire de ce matin, gagner de l'argent, 125 000 francs chaque mois, diviser l'argent. C'est la moitié. Oui, désormais c'est la moitié effectivement. On ne gagne plus, donc c'est-à-dire qu'on gagne. On ne pose pas le problème comme ça. On gagne 62 500, je pense bien. Et on donne 50 000. Et maintenant, on revient à la maison. Dominique Audrey, c'est avec vous justement que je vais vous relancer là-dessus. Oui, il faut comprendre. Bon, l'a très bien dit, il faudrait que le garçon repense à une négociation avec son papa. La maman également a demandé au garçon d'obéir à son papa. Vous, en tant que femme, vous, en tant que sœur, quelle appréciation vous faites justement du caractère et de l'attitude que devait adopter ce garçon? En tant que sœur, j'aurais dit à mes parents de ne pas exagérer. Si j'étais leur fille, j'allais leur dire non. Laissez cet enfant jouir de l'argent de son travail. Papa, c'est quoi ce genre d'exigence que tu as? Il a 60 000, tu veux 50 000 pour faire quoi avec? Aller jouer au jeu de hasard, n'est-ce pas? Acheter les whisky en sachet avec tes amis.
Non, non et non. Je ne peux pas avoir 60 000, je te donne 50 000 là-dedans. Non. Attendez, il doit s'habiller pour aller au travail. Il doit payer son transport pour aller au travail. Il doit manger pour aller au travail. Il a sa vie personnelle, il a ses copines, il a ses amis, il a ses besoins. Un parent ne doit pas avoir ce genre d'exigence. Vous n'envoyez pas vos enfants à l'école pour avoir une sorte de retour sur investissement. Moi, je trouve que c'est malsain. C'est malsain qu'un père, entre guillemets, ait ce genre de pensée. N'est-ce pas un peu très dur quand on sait qu'en Afrique, très souvent, Dominique Audrey, nous sommes des enfants, nous naissons dans des familles, nous avons des parents qui nous ont entretenus, qui nous ont encadrés. Et lorsqu'ils vieillissent, eux aussi, ces parents, nous devons prendre la relève. Sauf que ça, c'est pas un papa qui est vieux, qui cherche une maison où habiter. C'est un père qui est bien, il a ses pieds, il a ses jambes, il a toute sa motricité et il peut faire ce qu'il veut au point où il veut décider de comment son enfant doit gérer son salaire. Non, ce n'est pas admissible, ce n'est même pas possible que ça se fasse comme ça. Oui, il est jeune. Si on m'avait dit que non, il est jeune et qu'il faudrait que son père lui apprenne à manager son salaire, ça aurait été autre chose. Si c'est que son père avait pris cet argent et lui avait dit, bon, moi je n'ai pas besoin de ton argent puisque moi je suis déjà à la retraite, j'ai mes locataires là, j'arrive à me gérer. L'argent que tu vas me donner, je vais aller entrer dans une réunion avec, et lorsqu'on va bouffer, je vais te faire quelque chose de bien avec. Ça, c'est autre chose. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Hein? Non. Ce père, je vous rassure que ce n'est pas le cas. Ce père, ce qu'il fait, moi, je vois en ça une sorte comme ce n'est pas son fils, que sa femme a ramené un enfant, il ne faudrait pas qu'il perde complètement. Il ne faut pas que l'enfant aille maintenant nourrir d'autres personnes. Il veut manger au maximum. Ce père ne fait pas preuve d'une once de sentiment envers cet enfant. Voilà un enfant qui est humble, hein, un enfant qui est vraiment docile et qui vient dire à son père, papa, voilà ce qu'on a décidé de me donner. Je vais te donner 30 000, la moitié de son salaire. Comment un père peut dire, si tu ne me donnes pas tout, tu sors? À 22 ans, on nous a dit ici, sur ce plateau, qu'à 18 ans, on est à même d'être indépendant. Je crois qu'à 22 ans, il en est capable. Donc, s'il ne peut pas, moi, je ne peux pas lui demander de le faire parce que ce ne serait pas honnête qu'il ne reste pas là. Et les mères doivent apprendre à essayer de parler à leur mari, parce que moi j'ai l'impression de voir une femme qui a tellement peur de perdre son mariage qu'elle reste tranquille face à une injustice que son enfant est en train de subir. Devrait-elle la perdre, Dominique Audrey, en 30 secondes pour terminer? Pardon? Est-ce qu'elle ne devrait pas avoir peur de perdre son mariage? Perdre votre mariage alors que votre mari fait quelque chose qui n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous êtes avec un homme qui a de mauvais agissements, que ce soit envers vos enfants, envers sa famille ou bien la vôtre, vous avez le devoir de lui dire que ici, très cher, tu as mal agi, tu as mal réagi. Donc, elle dise à son mari de laisser cet enfant grandir. Ce n'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Merci. Charles Amen Battu ce matin, c'est une histoire quand même très compliquée parce qu'il y a lieu de conserver l'équilibre familial entre le père, le fils, la mère et même l'avenir de ce garçon. Que lui dites-vous ce matin? Alors, je dis premièrement que c'est une famille d'occidentalisés. Le père est hautement occidentalisé et il a épousé les idées de Dominique Audrey Oyengelek. Je pèse mes mots lorsque je le dis, de Karine Sontia. Il a épousé leur idée. Karine n'a pas encore parlé. Hein? Non, on connaît leur position sur ce plateau. Il a épousé, Karine n'a pas encore parlé. épousé leur idée et il se conforte dans cette position. Ça, c'est la première chose. Puisque vous avez entendu, Dominique a dit l'enfant qu'elle a ramené. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, l'enfant qu'elle a ramené. Donc, ça veut dire qu'elle a coupé parce que ce problème se pose à l'immédiat. On coupe le cordon qui s'était créé depuis l'éducation et tout. Non. Pour faire sérieux, c'est un mauvais père. Merci. C'est un très mauvais père. Très mauvais père dans ce sens que le père n'a droit qu'à une seule chose. Le premier salaire. C'est tout. L'enfant ne grandit jamais devant son père. Pour donner l'argent à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites, monsieur Michel Ngachou? Vous le regardez dans les yeux lorsque vous donnez. L'enfant ne regarde jamais son père dans les yeux. En le faisant, en remettant l'argent à votre père, vous le regardez, vous le défiez. Un père reste un père sur tous les plans. Je le dis. La tradition assez maligne avait pensé à cela et c'est la raison pour laquelle on avait prévu que le garçon s'occupe
de sa belle-mère. Et la fille, le garçon s'occupe, pardon, de son beau-père et la fille de... Non, non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, le père, le garçon s'occupe de son beau-père, tandis que le garçon, la fille, elle s'occupe de sa belle-mère. Ouais. Non, c'est l'inverse, parce que le garçon doit s'occuper de la maman, de sa belle-maman, et la fille de son beau-père. Voilà. Non, on peut comprendre. Pardonnez-moi. C'est la colère que je porte depuis ce matin. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsque la maman souffre, on souffle à l'oreille du beau-fils que, comme tu vois, belle maman, ça ne va pas. Mieux vaudrait que ma mère marche nue que ma belle-mère. C'est un proverbe bantou. Mieux vaudrait que ma mère, je parle en tant qu'homme, que ma mère marche nue que ma belle-mère. C'est la raison pour laquelle, lorsque un homme vient à perdre, si je perds ma mère, en arrivant au dé, on va dire, Django disent quoi? On appelle les hommes qui sont venus prendre l'enfant. C'est vous qui venez finir avec la dot. C'est votre deuil. C'est vous qui venez gérer. Donc, voilà comment s'organisent les choses. Donc, le garçon, il a mal fait. Le fils, il a mal fait. Et c'est là où la maman, je lui jette les épines. Je jette les épines à la maman. Parce que si la maman n'était pas occidentalisée, la maman aurait dit à son fils, écoute, le premier salaire, c'est pour ton père. Il peut décider de tout prendre, il peut décider de partager, ça n'engage que lui. Mais le reste commence à t'organiser. Là, maintenant, le garçon sait que ce qu'il enlève, il donne. Parce que le père est déjà retraité. C'est la mère désormais qui s'occupe du père. Ce n'est plus le père qui s'occupe de la famille. Dans la tradition, lorsque l'homme va en retraite, c'est la femme qui prend le relais. C'est la raison pour laquelle on épouse des jeunes femmes. On épouse toujours des femmes qu'on dépasse. Parce que lorsqu'on arrive à cette période, c'est la femme qui prend le relais. Charles Hamel, en 30 secondes pour dire justement à ce garçon ce qu'il faut. Est-ce qu'il faudrait lui dire que prochain salaire des 62 500, prends cet argent, viens le remettre à papa et dis-lui, papa, peut-être c'est la fin aujourd'hui. Peut-être ça maudit aussi. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que il s'est retrouvé englué. Il est déjà englué dans un mécanisme. La seule chose qu'il a à faire, c'est de dire qu'il a grandi. Il n'a pas deux choses à faire à ce moment. Parce qu'il y a déjà le défi. Ou c'est moi, c'est ma maison, et tu es sous moi. Ou tu veux me dépasser, tu sors. Donc il y a déjà défi. Et lorsqu'il y a conflit, c'est pas bon entre un fils et son père. Ce qu'il gagnerait à faire, c'est tout simplement baisser la tête et sortir de la maison. En sortant de la maison, ça n'empêche qu'il continue. Parce que je ne le vois pas avec... Je crois que ce garçon, s'il a trop, avec tout ce que nous a dit Dominique, il n'a que 30 000. Parce que s'il faut qu'il paye la lumière, qu'il paye l'eau, qu'il paye le câble, qu'il dépanne papa, qu'il dépanne maman pour la nourriture, vous pensez qu'il le reste qu'il fasse ses petites cotisations de 20 000 C'est ça que je suis en train de dire. Au trop, il a 30 000. Donc je pense que c'est un très bon garçon. Alors, Karine Sontia, le garçon semble vraiment être apprécié ce matin. D'ailleurs, d'après Charles Hamel Bachou, il faut quand même lui donner un conseil. Est-ce qu'il va falloir, comme Charles Hamel l'a très bien dit, qu'il quitte la maison aussitôt? Question justement de s'approprier d'une réalité de vie. Peut-être. Mais on ne quitte pas la maison aussi brutalement. Il faudra d'abord qu'il résolve ce problème avec son papa avant de quitter de la maison. Absolument. On ne garde pas, on ne garde pas un problème pareil longtemps. Dans cette famille, moi je dis, j'aurais été d'accord avec le père si je savais si lorsqu'il récupère cet argent, c'est pour faire une cotisation ou une épargne qui permettrait à son fils d'avoir un terrain ou un lopin de terre. Je dis, j'aurais été d'accord avec le père dans cette circonstance parce que dans certaines familles, il y a des pères que lorsque l'enfant commence à travailler, il lui dit que ton salaire, tu vas me donner la moitié chaque mois parce que la manière que je te vois vivre, tu ne pourras pas t'en sortir dans ce système. Donc, c'est-à-dire que soit l'enfant est parfois dépensier et le papa remarque que si l'enfant commence à travailler et continue dans ce même système-là, il ne pourra jamais être responsable. Du coup, le père entreprend sur lui de faire un épargne qui permettra à l'enfant d'avoir ne serait-ce qu'un lopin de terre au moment venu. Je dis, j'aurais été d'accord avec le père si c'était ça l'orientation. Là où je ne suis pas d'accord avec le père, c'est l'explication. J'ai trop dépensé pour tes études. On ne le dit pas. Donc, c'est genre, tes études étaient un investissement que tu dois rembourser. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants et que les enfants n'ont même jamais été élevés par eux, qui finissent par être aidés et entretenus par ces enfants qui ont été abandonnés? Ouais. Très bien. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des parents qui ont élevé leurs enfants pendant toute leur vie, ont fait des prêts, ont vendu leur terrain, ont fait ci pour situer les enfants, et au moment venu où l'enfant pouvait le soutenir, l'enfant a disparu dans la nature?
Je dis l'enfant a disparu dans la nature. Donc dans tous les deux cas, c'est possible. Par rapport à l'histoire de ce matin, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, les parents arrêtent de penser que payer l'éducation d'un enfant, c'est souscrit à un épargne bancaire qui vous sera, ou encore à un prêt bancaire qui vous sera remboursé au moment venu. Ça ne marche pas comme ça. Parce que vous pouvez le faire et puis votre enfant décède. Vous allez récupérer le reste d'argent à qui? À personne. Par exemple, si vous le faites et que l'enfant, malgré toutes ces études-là, ne réussit pas, ne trouve pas de travail et tout, vous allez récupérer cet argent à qui? Vous pouvez le faire et qu'à un moment donné, cet enfant-là se sépare de vous brusquement. Vous allez récupérer à qui? Je pense quand même que dans nos familles, qu'ils soient occidentalisés ou pas, il sait quand même que si tu plantes une graine au sol et tu n'arroses pas, elle ne germera pas. Et lorsque vous avez arrosé une plante, ne cueillez pas les fruits de manière hasardeuse. Ce n'est pas dans le désordre. C'est pourquoi les parents disent souvent que ne cueillez pas encore, attendez. Parce que là maintenant, il n'est pas en train non seulement de soutenir son enfant dans son processus d'épargne, mais il est en train d'imposer à un enfant un système qui n'est plus pareil. Avant, l'enfant avait 125 000 de salaire. C'est normal qu'il retire 50 000 parce qu'il voit qu'il ne paye pas de loyer, il vit chez papa, il voit qu'il n'a que son transport et peut-être sa cotisation et peut-être les crédits téléphoniques sur lesquels il dépense. Donc 50 000, papa, c'est normal, ce n'est qu'évident. Mais maintenant qu'il n'a que 62 500, comme vous le dites, c'est vraiment... C'est pas compréhensible. Papa devait comprendre. Déjà qu'une connexion Internet par mois, si vous voulez avoir vraiment 1 giga, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs. Déjà, si son travail lui demande d'avoir une connexion Internet, donc finalement, il n'aura rien, ne serait-ce que pour se lever le matin et s'acheter un bout de pain. C'est pas comme ça que moi, je pense que le papa devait raisonner. Et je pense que le fils est à même... son père et lui de gérer cette situation, c'est-à-dire il s'assoit devant papa, il lui dit vraiment, moi je suis pas d'accord avec ce que tu fais, regarde mon salaire, si je donne 50 000, je fais ça avec quoi, je fais ça, et si vous déposez les 50 000 là au sol, vous dites que voilà les 60 000 là, voilà ce qu'on m'a payé aujourd'hui, si je fais ça, je te donne ça, je fais comment? Il verra et peut-être qu'il pourra, modifier sa décision. Mais si vous ne discutiez pas de ce problème avec lui jusqu'à ce que ça finisse, ne sortez pas de chez lui. Très bien. Karine Sontian, vous êtes très bien suivi ce matin. Charles Amel, tu voulais vraiment rebondir. Mais Charles Amel, on peut le faire en 30 secondes vraiment. En 30 secondes, on peut le faire. Le père part du postulat que le fils touche plus de 125 000. Donc le fils lui-même a menti en déclarant à son père son salaire. C'est la raison pour laquelle il reste cantonné sur les 50 000. Autre chose, Karine Sontian, la vie est un business. Vous croyez en Dieu, vous partez au paradis. Vous ne croyez pas, vous partez en enfer. C'est un business. Vos parents investissent sur vous aujourd'hui parce qu'ils savent que demain, vous allez les rembourser. Soit en effort, parce qu'il faudra écraser, soit parce qu'il faudra les soigner, soit parce qu'il faudra apporter une aide matérielle, physique. C'est le business, c'est la vie. Il n'y a rien de gratuit ici. Dominique, 30 secondes. Oui. Charles Amel, tu le dis très bien, la vie est un business. Vous y croyez, vous aussi? Non, mais c'est pas comme si c'est une obligation. C'est pas une obligation. Quand vous faites des enfants, votre devoir, c'est de les instruire. Maintenant, vous n'allez pas envoyer l'enfant à l'école. Ok, comme tu pars à l'école, si dans 10 ans, il faut que tu sois machin, tu sois ceci. Non, vraiment, les parents ne devraient pas réfléchir comme ça. Auquel cas, on va retrouver dans des mères qui, lorsque sa fille a fini d'aller à l'école et qu'elle a des diplômes et que ses copines sont bien, elle va dire, mais depuis là, tu es ici à la maison, même le pain, tu ne peux pas acheter. Elle va envoyer les enfants se prostituer. Qu'est-ce qui fixe la dot? Donc, vraiment, non. D'accord, merci. Vous connaissez l'animal qu'on appelle la biche? L'animal qu'on appelle la biche. La biche. Oui, très bien. Lorsque la biche vieillit, il suce ses enfants. Voilà. Ce n'est pas, vous voyez tout en Lorsque termes la d'argent. biche La vieillit, biche vieillit. Oui. Elle suce ses enfants. Ouais. Donc, diriez ou une bonne. Donc, c'est pas ça. Quand qui va soigner la prostate de papa? De papa. Ce n'est pas venir lui donner de l'argent. Voilà comment ça se fait. C'est pas comme si son père était malade. Et regardez, même celles qui sont occidentalisées sont prises. Maman, je vais accoucher. Voilà. C'est elle qui prépare les visas pour que maman aille à Montréal, à Kuala Lumpur, à tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi elles font ça? Elles sont pourtant allées en mariage, peut-être même chez les Blancs. Ils sont ingénieurs. Pourquoi maman vient accompagner l'accouchement? En tout cas, voilà, donc non, ça s'appelle la théorie de la complexité. L'Occident ne connaît pas ça. D'accord, bon, vraiment.
On s'est tous compris. Tous les mots de la terre, c'est Oui, l'Occident. on s'est tous hein. compris. Vraiment, On s'est tous compris. Il y a Madame, une Messieurs, transition qui n'a pas marché. laissez-nous vos réactions Oui, en même tout à fait. temps sur les différentes plateformes que vous connaissez très bien. 10-12, le Zénith, ou encore sur le fil d'Equinox Télévision, puisque nous sommes en direct sur Facebook également. Et il y a un contact qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires. Que vous inspire ce sujet et quels conseils à l'endroit du papa, de la maman et du fils. Tout de suite, madame, messieurs, allons voir ce que nous propose Charles Amel Mbatou ce matin dans le cadre de la colère. La colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du Centre national de développement de l'informatique au Cameroun, en abrégé CENADI. Je m'interroge ce jour sur la question du pourquoi est-ce que le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances sont en train de penser, avec avis des internautes, à la mise sur pied d'une commission de suivi du traitement des salaires des personnels. Ah, qu'est-ce que c'est grave. Comment se construit l'informatisation des administrations camerounaises depuis 1966? Quelles sont les rationalités locales qui gouvernent ce processus? Comment se structurent les injonctions qu'ils reçoivent de l'extérieur? Comment le Cameroun combine-t-il ses impératifs en termes de développement et traitement salarial? Telle est la question. Comment comprendre que le CENADI ait perdu ses lettres de noblesse parce que plongé dans des magouilles incompréhensibles du genre faux salaire, faux avancement, matricule fictif, fausse pension, faux échelon, faux bulletin de paye. Manœuvre qui, faut-il le dire, alourdissent malheureusement le budget de l'État. Comment comprendre que le CENADI soit depuis des années le terreau de nombreuses pratiques frauduleuses qui font perdre plusieurs milliards de francs CFA au trésor public camerounais chaque année? Comment comprendre que le comptage physique du personnel de l'État, la dématérialisation des bons de caisse et le système de paiement individualisé ne soient pas parvenus ou soient venus à bout de la fraude massive? Comment comprendre que les auteurs des tripatouillages financiers, mieux les criminels économiques, continuent à se balader librement tout en réfléchissant comment reconstituer un nouveau réseau? Comment comprendre qu'à chaque fois, il a toujours été question pour tel ou tel ministre nouvellement affecté au ministère des Finances de muter ou de changer à chaque fois le personnel du CENADI comme punition? Comment comprendre ces différentes pannes des onduleurs, de la salle des machines, du Centre national de développement de l'informatique ou encore les longs bugs des machines de travaux? Savez-vous qu'alors que l'impression du bulletin de solde était censée être gratuite, il fallait pendant une certaine période débourser 1000 et à 5000 francs CFA par pièce? Devons-nous conclure que les prétendues pannes des machines au CENADI ne seraient finalement pas une manœuvre de sabotage? À partir de quel ordinateur sont délivrés les bulletins de solde du réseau mafieux à qui profite la situation ainsi créée? Comment comprendre qu'au CENADI, c'est une seule personne qui détient les mots de passe devant permettre à d'autres personnes de traiter les salaires de l'État? Point d'interrogation. Rappelons-nous qu'en 2019, on a eu une panne qui a littéralement détérioré les salles de machines du CENADI, empêchant le traitement solde du mois de mars 2019 dans toutes les administrations publiques. C'est vrai qu'on nous avait dit tout était passé, on a géré. Savez-vous que le CENADI est resté pendant 25 ans avec les mêmes dirigeants? 25 ans au CENADI avec les mêmes dirigeants, parce que créé en 1993. Savez-vous que le Centre national de développement de l'informatique a fait l'objet de dysfonctionnements qui ont rendu douteux le traitement de soldes à une certaine période? 26 ans après sa création, notamment en mai 2019, le CENADI a tenu sa toute première session de son conseil de direction. Étrange, me direz-vous. Savez-vous que lorsqu'il y a panne, on fait appel à l'expertise étrangère?
notamment les experts d'IBM et de CFAO qui vont être sur le terrain pour travailler alors que nous avons, on va le dire, des spécialistes. Rappelons-nous encore que le système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde de deuxième génération, CJPS 2, avait été installé, mais seulement avait marqué par un échec. On va de changement de système en changement de système depuis Antilope pour nous apprendre aujourd'hui que désormais, ce sera les étrangers qui travailleront sur la question du traitement salarial pour lutter contre les fonctionnaires fictifs. Est-ce que ces étrangers qui viendront, même s'il existe un comité ou une commission de suivi qui sera pilotée et par le ministère des Finances et par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, n'aboutirons-nous pas toujours à ces fantômes qui ne cessent d'exister? Charles a même battu ce matin avec une colère justifiée. Hier, d'ailleurs, on va le dire ici qu'en fin de semaine dernière et même au courant de la semaine, des semaines précédentes, nous avions évoqué des cas, des entreprises bien connues au Cameroun dont on ne fait pas écho, on n'en parle presque pas, Charles a même battu. Pas de communication autour de leur existence ou en même temps des travaux qui y sont menés. Plus que jamais, le Sénadi, vous soulevez là ce matin un cas qui interpelle plus d'un Camerounais et les constats sont faits que vous entrez aujourd'hui dans des bâtiments publics ou même dans la fonction publique, pourquoi pas dans un commissariat, et qu'au moment même où vous arrivez à l'accueil, que l'accueil d'un commissariat soit incapable de vous présenter un ordinateur. À quoi finalement sert ce Sénadi-là? Quelle est également son implication au niveau du Cameroun? Hier, le ministère des Finances, via sa page Facebook, a fait une publication. Et là, il a dit, le ministre des Finances, lui, Paul Motazier, et son homologue de la fonction publique et de la réforme administrative ont signé un arrêté conjoint. Le dit texte porte création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire CFAO IBM, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau système informatique de gestion intégrée du personnel de l'État et de la solde. Donc ça veut dire que comme l'identité, on est en train de reconfier, le Sénat a dépassé aux Camerounais, on est en train de chercher comment confier aux autres blancs. Ils vont vite traiter la question des salaires. C'est plus que grave quand on sait en même temps qu'on a des compétences en interne, on a des compétences en tête camerounaise. Allez, madame, monsieur, en 10 minutes, nous allons effectivement vider cette question de la colère de Jules Charles Amel battu ce matin. Bon, Benga, je commence par vous. Comment peut-on vivre dans un pays où l'informatique, en 2020, vit un retard à non plus définir le niveau? Non, c'est un problème de tâtonnement, de valse hésitation. Babi Sakana parlerait de manque d'objectifs stratégiques de l'entrepreneur en chef. Là le problème. Aujourd'hui, vous avez entendu Charles Amel dire que c'est sous l'autorité du ministère en charge des Finances, oui. Mais au départ, c'était... La vice-présidente, c'est le ministre de la Recherche scientifique. Voilà. Au départ, ce n'était pas ça. L'informatique était rattachée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'informatique. C'était comme ça que c'était au départ. Voilà, 28. Enseignement supérieur, recherche scientifique et informatique. À un moment, on commence à l'enlever ici, à mettre là-bas. Et vous savez que dans notre pays, déjà, pour changer les papiers en tête, ça va vous prendre 2 ans et demi. Pendant les 2 ans et demi, on peut avoir changé le gouvernement et vous rattacher encore ailleurs. Et vous remettez encore à changer de simples papiers en tête qu'on peut faire en 2 jours. Donc en 48 heures et tout. Et qu'avant de nommer un gouvernement, on définit les attributions de chaque département ministériel et les organismes qui lui sont rattachés. Dans notre pays, c'est le tâtonnement. C'est le tâtonnement. En 87, on vous fait croire que l'application nationale du traitement informatique et logistique du personnel de l'État, que vous avez appelé l'opération Antilope, oui, avait fait découvrir plus de 12 000 fonctionnaires fictifs. À ce moment, on vous dit, avec le Sénadi qui est né, qui va naître en 88, non, c'est très bon, vraiment, il n'y aura plus. Et le ministre Anderson vous a dit dernièrement que même le traitement des salaires des fonctionnaires, l'État n'a pas pu payer aux fournisseurs son argent. C'est pour ça que c'est grippé pour le cas du CJPS 1 et CJPS 2. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de méthode de tâtonnement et d'hésitation.
Mais, Mais une entreprise comme celle-là qui existe sur le sol camerounais, qui n'est même pas connue, étant donné qu'elle est là, devrait au moins rendre public ses travaux, ses activités au quotidien, pour que le peuple camerounais sache effectivement qu'on a un centre comme celui-là et que ses prérogatives tendent à améliorer justement la qualité des services administratifs au Cameroun. Oui, vous parlez là comme un citoyen sérieux qui veut que son pays soit sérieux. Mais nous avons des dirigeants qui ne veulent pas que le pays soit sérieux. C'est pour cette raison, justement, que vous avez raison de vous offusquer. Je vous poserai la même question ailleurs. Est-ce que la Mipromalo existe? Mais c'est sur le papier. Et si vous, aujourd'hui, vous voulez construire avec des matériaux locaux, vous allez trouver ça où? Et pourtant, il y a une structure qui s'appelle Mipromalo. Donc, de la même manière, le problème d'informatique, avec tout le nombre d'ingénieurs qu'on a formés ici et ailleurs, avec tout le potentiel et l'expérience et l'expertise qu'on pouvait acquérir ou alors qu'on a acquise de 1987 à aujourd'hui, on n'en serait pas là. Très bien. C'est-à-dire qu'on n'en serait pas en train de prendre les machines PB en Chine. On serait aujourd'hui en mesure de fabriquer nous-mêmes nos propres machines et que peut-être les machines qu'on utilise dans les lycées et collèges devraient être fabriquées par les Camerounais eux-mêmes. Si le Sénadi avait vraiment fonctionné comme vous le voulez pour votre pays. Avec vous ce matin, bon Bengan, pour votre point de vue, bien entendu. On va se retourner à vous, Karine Santia. Ce Centre national de développement de l'informatique existe depuis 1993 quand même, et qu'on soit en 2020. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une entreprise, entre guillemets, fictive pour, dilapider le budget qui lui est acquis annuellement et voilà, faire remplir les poches de ceux qui s'en servent? J'ai l'impression que c'est une organisation pour que le partage du gâteau soit bien effectué entre les amis. Pourquoi? C'est pas loin de là. Parce que quand vous entendez parler du Sénadi, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est bien. C'est-à-dire mettre fin aux manipulations et autres fraudes diverses dans le fichier solde de l'État, qui fait beaucoup de mal au budget de l'État du Cameroun chaque année. Et puis, depuis 2018, le Cameroun a entamé l'opération COPé, comptage physique du personnel de l'État. Et depuis 2018, il y a eu déjà, je pense, 2 logiciels qui ont été achetés pour pouvoir gérer ce processus. Où en sommes-nous avec ces 2 logiciels? Donc, ils n'ont pas été bons. Qu'est-ce qui a donné? Quel est le rapport d'abord de ces 2 logiciels? Parce que on sait quand même que c'est l'être humain qui manipule le logiciel. Le logiciel ne fonctionne pas par lui-même. Donc, qu'on ne nous fasse pas croire que c'est un système informatique qui a un problème. C'est les gens qui manipulent l'informatique qui ont un problème. Puisque c'est nous qui mettons les informations dans le logiciel. Qu'on ne nous embrouille pas. Au final, on nous dit que 10 000 agents, près de 10 000 agents fictifs ont été détectés depuis près d'1 an. Et ils sont encore plus. Et puis 7800 récemment ont été appelés à apporter des justificatifs. Mais de qui est-ce qu'on se moque? Vous savez que quelqu'un reçoit de l'argent sans être même fonctionnaire parfois. Mais vous l'appelez pour qu'il vienne vous donner des justificatifs. De quoi? Vous n'avez pas les documents. Vous n'avez pas de documentation. Mais comment vous fonctionnez sans documentation? Parce qu'aujourd'hui quand même, il faut qu'on se rappelle des choses. Les faux salaires qu'on donne aux fonctionnaires, c'est encore entre eux-mêmes. C'est encore entre eux-mêmes parce que nous, on a eu des parents fonctionnaires, des membres de la famille fonctionnaires. On n'a pas vu trop ce que ça a augmenté dans leur vie. Mais c'est eux encore qui sont les grands commissaires qui abandonnent leur poste, vont vivre à l'étranger, pendant 10 ans, continuent à percevoir leur salaire alors qu'ils ne sont plus au poste. Je rappelle que pendant que vous y êtes, le gouverneur de la région de la Damawa n'est pas au Cameroun depuis belle lurette. Merci, poursuivez. Voilà. Et il y a quand même cette once de... Il y a quand même cette once de machiavélisme qui transparaît. Lorsque j'ai lu la publication du MINFI hier soir et ce matin encore, quand je regardais les commentaires, j'ai dit waouh. Si avant on ne savait pas comment ça se passe, aujourd'hui on sait. Qu'est-ce que SIGIPES 1 et SIGIPES 2 ont donné? C'est quoi? Les deux ont donné quoi au final? La combinaison d'Antilope et SIGIPES 1 ont donné naissance à SIGIPES 2. et aujourd'hui que SIGIPES 2 n'a pas marché, maintenant il nous faut que les étrangers viennent gérer encore. Vous pensez que c'est un étranger qui ne peut pas voler?
Ou que qui paye les étrangers? Mais déjà, qui fait venir les étrangers? Faire? Parce que l'étranger n'est pas ton ami. Hein? L'essentiel. Oui. C'est pour ça que je dis, même la personne qui le cherche sait que c'est pas son ami. Vous pensez qu'ils savent pas? Mais ça dépend du marché que les gars sur lequel les gars ont mis leur base. C'est-à-dire, tu viens, tu travailles, bon, tu peux prendre même 10% et puis tu me donnes souvent 5% parce que les gars ont les yeux. Ce n'est pas, je dis, là, la gestion des finances de l'État du Cameroun, c'est pour ça que vous voyez qu'on n'a même pas de grenier, on n'a même pas de base financière. Si le FMI ne nous donne pas l'argent, on ne vit pas. Très bien. Karine Santa, donnons la parole bien sûr à Dominique Audrey, qui se prononcera également sur cette réalité vécue au Cameroun avec le Centre national de développement de l'informatique, qui est un réel serpent de mer. Dominique Audrey, votre avis ce matin à la colère de Charlemagne Bathiou? Je ne sais pas quel est le qualificatif que je vais donner à l'appréciation que je fais de ce communiqué. Juste que ça m'énerve un peu parce que ici déjà sur ce plateau, on avait décrié le fait qu'on ait commandé un serveur informatique qui nous a coûté sensiblement 3 milliards, un certain Z14. Voilà, qui devait permettre de traiter efficacement, sans la moindre entourloupe, les salaires des fonctionnaires. À cette époque-là, on a justifié cet achat en disant que non, le Z10 créait beaucoup de tensions au niveau du traitement des salaires, dont il y avait un certain nombre de trucs, il y avait trop de pannes et tout. Conséquence, on a débloqué 3 milliards qui devait justement, un nouveau serveur qui devait nous permettre de venir à bout de cette situation. On était en 2019, sensiblement au mois de mars, mai, juin, en tout cas au début de l'année dernière. En 2017, on nous parle de soupçons de 172 000 fonctionnaires fictifs. Moi, j'aimerais comprendre, n'a-t-on pas encore commencé à utiliser ce fameux serveur? Je m'interroge, monsieur Ngachou, parce que comment comprendre... Un peu comme Charlemagne Bathiou, c'est normal. Oui. Ouais. Comment comprendre qu'on est mis sur pied, on est acheté auprès d'étrangers, malgré le fait qu'on ait des informaticiens ici? Moi, ça me gêne qu'on ne puisse pas mettre en valeur les capacités qu'on a ici, qu'on les appelle même pour venir dépanner tout le temps, qu'on ne fasse pas confiance aux Camerounais qu'on a ici et qu'on n'utilise pas cela à bon escient. On a envie de se dire que non, on nous a enfumé en nous parlant de ce serveur-là, que ce n'était pas vrai. Vous ne pouvez pas nous dire on prend 3 milliards et c'est fini, il n'y aura plus de faux salaires, il n'y aura plus, mais tous les jours vous nous citez un nombre incalculable de personnes qui continuent de prendre de l'argent dans le contribuable. Où sont passées les personnes qui sont censées gérer ces machines-là? Quelle est leur moralité? Moi j'ai envie de savoir. Il y a tellement de choses qui sont incongrues et ambiguës dans cette histoire qu'on a envie de se dire peut-être on commence à payer physiquement à tout le monde. Très bien. On recommence. Comme à l'époque, vous signez, on vous donne l'enveloppe et vous partez. Merci. Dominique Audrey Yengelek, Charlemagne, vraiment, on va dire en 1 minute 30, au max 2, pour mieux comprendre. Est-ce qu'on a à dire aujourd'hui que le Cameroun est au cœur d'une mafia en série ou d'une grande famille de mafieux? C'est la plus grosse mafia qui soit au monde. Il n'y a pas plus pire mafia que celle qui se passe au Sénadi. Donc celle de l'Italie. 1993 où on crée le Sénadi. C'est en 2017 qu'on organise 26 ans. Nous sommes à 26 ans de création, à 25 ans après qu'on a la première session du conseil de direction. Non mais dis-moi dans quel pays on fonctionne 25 ans après. C'est vous qui traitez le salaire, mais c'est 25 ans après qu'on a le premier conseil de direction. Non, arrêtons un peu. On est un peu en train de blaguer. Dans cette affaire de Sénadi, il y a les représentations de tous les corps. C'est-à-dire de toutes les administrations. Vous avez la présidence, vous avez le premier ministère, vous avez le ministère des Finances, vous avez le ministère de l'armée, même l'armée à l'intérieur. Vous avez toute la représentation. Et donc on est contre les salaires quand même du personnel d'État. Voilà. Allez donc fouiller à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que de 2014 à 2020, ce qui tient le haut du pavé, c'est l'armée. En termes de faux. Je dis de faux, c'est-à-dire c'est l'armée. 2 salaires, 3 salaires. Les 4, les 16, 6, 12 salaires, c'est l'armée. On dit que c'est la grande, mais ce n'est pas moi. Il y a même des adjudants, il y a des lieutenants qui ont été traduits au tribunal criminel spécial pour cela. Mais j'étais d'accord.
que le Sénat dit, vraiment, avec l'arrivée du ministre Luc-Paul Motazé, les choses vont changer. On a lancé l'opération Copé, on nous a parlé de 172 000. On est arrivé à 10 000 fonctionnaires fictifs. Après, ça c'est après l'opération Copé. On dit il y a encore 10 000 fonctionnaires qui émargent. Il faut qu'on on essaie de les éradiquer. Après, on se retrouve, ça c'est la semaine dernière, on est à 8 766 agents publics qui viennent d'être suspendus. Mais à la fin, on se demande que c'est quelle histoire finalement? On en saura un peu plus sur cette histoire tout à l'heure, Charles Amembatou. Les téléspectateurs nous laisseront également leurs commentaires à la suite de l'histoire du jour, mais surtout, marquons cette pause comme le veut la tradition et on se retrouve. Retour, madame, monsieur, sur le plateau de 10-12, le Zénith, et ça se poursuit véritablement avec vous tous les jours. Merci pour vos nombreux messages, vraiment des milliers de messages, c'est vraiment rassurant. Merci pour le travail que vous faites, et puis on ne sait pas si nous aussi nous devons quand même vous remercier parce que tellement d'encouragement et de motivation pour la chaîne du peuple qui, au-delà de l'image, tient toujours à rendre compte. Charles Amembatou, nous revenons effectivement avec vous sur cette question du Centre national de développement de l'informatique, le CNADI. On parlait bien sûr tout à l'heure de mafia. Et dans cette logique de mafia, il y a quand même que chaque ministre qui arrive dans un ministère repart ayant eu un lien avec le CNADI. Au-delà même de cette mafia-là, le CNADI, personnellement, qui gère les comptes, j'ai envie de dire, le fichier de tout le personnel salarié de l'État du Cameroun, est-ce que c'est raisonnable qu'aujourd'hui, qu'il y ait un appel d'un étranger qui vienne justement s'en occuper au Cameroun alors que les Camerounais peuvent efficacement le faire? Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, justement, c'est qu'on est parvenu à ceci, qu'il y a échec. L'échec du système tout entier. Je vous ai dit que la fraude remonte à l'opération Antilope. Il faut remonter à l'opération Antilope pour vous rendre compte que chaque ministre qui arrivait créait son réseau. Tous les ministres, si vous voulez vous enquêter, tous les ministres qui sont passés, lorsqu'ils arrivaient, ils géraient leur réseau au niveau du CNADI, en termes de ponctionnement, des réseaux parallèles. Il y a des personnes qui, dans le rôle, ils ne sont même pas fonctionnaires. Mais vous ne voyez pas créer une poche dans tel ministère, on les jette, on crée une direction, on les jette, commission de ceci. Ils se retrouvent éparpillés, mais c'est des gens qui n'ont rien fait. Il faut bien récompenser à une certaine période ceux qui se sont battus pour donner les voix. Ce que Mbombo rappelle souvent ici, politique Nandjangi. Vous avez des coins où il y a des acteurs, mais ils ne font rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On les trouve une petite poche. Voilà tous ces ministres qui sont passés. Vous voyez, chaque période, on a grandi. On est passé de 10 000 fonctionnaires fictifs à 172 000 fonctionnaires fictifs. Après, on a ajouté. Et puis, à un moment donné, lorsque le ministre Luc-Paul Motazé arrive, il s'est dit, mais attendez, nous sommes finalement combien de fonctionnaires? Il a mis sur pied le comptage physique du personnel de l'État. Ça n'a pas abouti. La dématérialisation des bons de caisse, ça n'a pas abouti. Le système de paiement individualisé, tout ça. Maintenant, on dit aujourd'hui qu'il faudrait qu'on donne ça vraiment. Reconnaissons que ça nous dépasse, donnons ça à un prestataire qui va venir. Lui, il est étranger, il ne connaît pas nos bagouilles, il va venir s'asseoir, réfléchir. Mais comment on ne peut pas tout donner aux étrangers? Au-delà même de ça, Charles Amembatou, on a envie de se demander, est-ce qu'on a une justice vraiment dans ce pays? À la lecture de toutes ces dérives, que font justement les procureurs? Que fait la justice pour prendre en main de pareilles situations? Peut-être rassurer les Camerounais de ce que nous avons au moins un droit de regard sur la gestion de ces cités. Bon, Bengan. Vous avez tellement raison que la justice a, à ce moment précis, je pense depuis 3 ans, un dossier qui lui permette de prendre son pouvoir. Charles Amel a parlé des salaires des hommes en tenue. Il ne s'agit pas seulement de voir que on a accusé tel prestataire ou bien tel opérateur économique qui était dans une microfinance et on n'a pas bougé que bon, il y a eu 10 militaires qui prétentaient le salaire. On juge les 10 militaires, mais nous avons des juges d'instruction. Le juge d'instruction a des coups de franche. Il peut même aller au-delà des frontières. Il peut faire des commissions rogatoires. Il peut. Donc le juge d'instruction peut se dire, ah d'accord, le dossier des 10 militaires là, je vais me pencher dessus. Mais au-delà de la condamnation ou de quoi de ces 10 militaires, je vais regarder de plus près
ce qui se passe dans le traitement salarial. Je viens à vous. Vous vous rappelez du cas tout récent des 172 faux diplomates camerounais censés être en mission à l'étranger, mais qui étaient au ministère et qui percevaient des salaires avec les devises étrangères. Il a fallu qu'on remonte. C'était un ministre qui est encore en vie, qui est aux relations extérieures. C'était ses proches, c'était son réseau. À lui, ça va vraiment monter. Et le ministre aujourd'hui n'est pas inquiété. La justice regarde et ne fait rien. Voilà. C'est donc ça le problème. Et le problème pourquoi? C'est l'entrepreneur en chef qui a pris comme orientation politique cette manière-là. C'est pour ça qu'on vous dit que le système actuel, les UP6 aiment parler du système au jour là, qui crée, qui sécrète, qui crée et entretient la corruption. C'est pour cette raison que l'entrepreneur en chef est allé au-delà, en vous montrant que de toutes les manières, en 92, il avait même nommé un Français directeur du Trésor. Peut-être vous ne le savez pas. Ah oui. Et il est donc allé plus loin en vous disant que de toutes les manières, je n'ai pas confiance en vous. Même ce que j'ai appelé carte nationale d'identité de haute sécurité, j'ai confié ça aux étrangers. Donc c'est tout. Donc les Camerounais, soyez même ingénieurs bac plus 29 en informatique, on ne vous fera pas confiance. Autre chose, le développement informatique voudrait dire qu'il y a traçabilité, il y a, j'allais dire, il y a transparence. Et comment on va donc gérer malheureusement. Comment on va donc gérer le système électoral? Vous voulez rendre le système électoral transparent? Ça nous rappelle un peu le e-governance. C'est le e-governance. Je connais pas e-gouvernance. Moi, je le prononce en anglais. Non, c'est la gouvernance sur Twitter. Voilà, donc c'est pas donc. Il y a ce problème. C'est pas très loin. Il y a ce problème qu'il ne faut pas rendre des choses claires. On risque d'avoir des ingénieurs au Sénadi qui seront imprégnés des idées de clarté, de clarification, de transparence, au point où ils vont prêter à Elecam un fichier qui va leur dire que pour ne pas tricher les élections, pour ne pas faire des élections, bon, on peut procéder de cette manière. Il faut donc procéder à l'embrouille collective. Donc ça s'appelle l'embrouille collective. Mais le danger, et vous l'avez dit, Charles Hamel aussi, ce sont les étrangers qui connaissent combien de journalistes au Cameroun, combien de fonctionnaires, combien de médecins, combien d'ingénieurs, puisque le fichier est détenu depuis 1997 par les étrangers. Maintenant, c'est encore les étrangers qui vont détenir le fichier solde de l'État. Comme si le fichier... Donc, en réalité, nous, on est là comme si on était en transit, comme disait le professeur Boussi Boulaga. Nous sommes en transit. Donnons à Karine Santia de rebondir en quelques secondes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait comme si ce système informatique-là existe de fait. Donc, il est tombé du ciel, c'est Dieu qui a créé ça et lancé au Cameroun. C'est des individus qui ont mis sur pied ce système informatique. Donc, il est modifiable et même trucable. Donc, peu importe qui vous allez mettre là. Si on veut truquer, on va le faire. Si on veut le modifier, on va le faire. Donc, on arrête de penser que c'est parce que quelqu'un va venir de l'étranger qui va avoir la science infuse pour modifier tout. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que les Camerounais sont capables de mettre sur pied un vrai système informatique capable de traquer tous les fonctionnaires véreux? Oui. Est-ce que les Camerounais sont capables de mettre sur pied un système informatique capable de compter le nombre de fonctionnaires que compte le Cameroun? Oui. Est-ce qu'au final, on peut trouver un système qui permettra de payer tous ces fonctionnaires sans qu'un ne puisse avoir deux salaires? Oui. Mais pourquoi est-ce que... Le serveur Z14, c'était son rôle. C'était d'éviter les doublons. Tout à l'heure, Dominique l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des triplons. On va peut-être pour le moment marquer une pause également, mais surtout revenir aux nombreux messages que nous laissent les téléspectateurs ce matin à travers la page 10-12 le Zénith et bien évidemment en direct sur Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent, oui, en direct, nous lisons vos messages maintenant avec Karine Santia. Allez regarder le site internet de l'Institut national des statistiques. C'est déplorable et honteux pour un pays qui se veut sérieux. Tant pis aux parents qui ne bougent pas les oreilles de leurs enfants face aux intox du gouvernement. Ça, c'est un autre message. Par rapport à l'histoire du jour aussi, père égoïste, sa femme doit avoir vu de toutes les couleurs. Genre, il chante partout que c'est moi qui ai nourri l'enfant là. Aurel Célia qui nous écrit ce matin. L'Occident a changé sa façon de faire car il y a une véritable politique sociale où le père ne s'infantilise pas devant son enfant. Ça, c'est le GD Koutouzi qui nous écrit. Ça, c'est notamment par rapport à l'histoire du jour. Une bouteille de vin à son père. Un autre message.
Et le cas où l'enfant n'était pas rémunéré, il allait faire comment? Voilà ce qui fait que les enfants mettent souvent les yeux dans n'importe quoi. C'est quel basmati? Bon, je comprends pas ça. C'est quel basmati ça comme ça? Je comprends pas trop les termes. Ok. Alors moi l'enfant là, je dis à la DGSN que mon père est le frère de Kamto. On va directement. Il ne faut pas dire les choses pareilles. Écoutez. C'est ça l'occidentalisation. Donc là-bas, les parents et les enfants sont toujours en opposition. Chez nous, c'est pas ça. On aide l'enfant. Comment on apprécie l'enfant chez nous? Quand l'enfant vous donne ça, vous le saluez, surtout comme c'est un garçon. Deuxième chose, ces garçons qu'on vous a donné, que son papa soit même, je ne sais pas moi, un malien, on vous l'a donné à votre fils. Nous, on n'a plus ce genre de choses où, comme ce n'est pas mon enfant biologique, vraiment, dès lors que vous prenez sa maman, on vous donne l'enfant, vous n'intégrez plus ça. Ça transparaît tellement. Non, justement. Aujourd'hui, les parents sont trop susceptibles. Maintenant, il suffit... C'est vous qui êtes trop susceptible dans l'occidentalisation. Quand vous vous mettez dans l'appareil occidentalisation, vous dites les parents. Il y a des parents susceptibles, justement, qui ne savent pas ce que c'est que leurs us et coutumes. Aujourd'hui, les parents prennent tout comme un affront. Les parents ne veulent pas comprendre que, qu'ils le veuillent ou non, les choses ont changé. Aujourd'hui, la vie n'est plus comme elle était avant. Donc, conséquence, on se retrouve à avoir des enfants qui sont un peu plus ouverts. C'est bien nous qui mettons les enfants à l'école. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après le premier salaire, S'il vous plaît. Après le premier salaire, pour la jeune fille, on l'apprend à manger les œufs. Pour le jeune garçon, on l'initie à manger la vipère. Vous le savez? Après le premier salaire, le père sait que son fils a grandi. Il attend 2-3 mois. Il demande à sa femme de préparer. Je parle des bantous, je prends un pape parmi tous les autres. Et c'est la première bouchée qu'on donne. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous vous baladez à la rue, vous mangez les vipères, n'importe où vous mangez. C'est pas permis. Merci. Charles Karine Santia. D'autres messages qui nous parviennent à l'instant, notamment des spectateurs, ce sont les ministres successifs qui entretiennent cela. Il y a un sous-préfet à l'ouest qui est venu avec son frère. C'est le gars là qui gère tout à la sous-préfecture maintenant. Nous avons des vampires comme dirigeants, ils ne sont pas des humains. Jacqueline Zogo. Concernant l'histoire du jour, ce papa n'est pas gentil. Un parent doit élever son enfant en lui offrant tout ce dont il a droit sans rien attendre en retour. L'enfant, à son tour, prend soin de ses parents quand il est dans la capacité de le faire, et ce par reconnaissance et non par redevance. Ce papa doit... Un instant, ce papa doit laisser son fils s'épanouir. Déjà qu'avec 62 000, il ne peut pas se nourrir convenablement au Cameroun. La colère de Charles Hamel est et devrait être la colère de tous les Camerounais qui aiment son pays. Nous sommes endettés et tout cet argent est dilapidé. Demain, nous devrions nous endetter à nouveau pour rembourser les dettes d'aujourd'hui. Je crains que s'il était fait un audit, de grâce. Je crains que si l'État fait un audit sur les finances réelles du Cameroun, il aurait une révolte populaire. Beaucoup de Camerounais croient que l'argent du Cameroun ne peut pas finir. Que Dieu aide les Camerounais et le Cameroun. Merci Karine Santia. Merci à vous, madame, monsieur, de continuer également à nous laisser vos commentaires. Et ce qui est quand même formidable, c'est que vous trouvez le moyen de discuter entre vous sur ces différents sujets. Plus que jamais, nous vous disons merci de votre fidélité. Allez, dans un instant, nous irons voir exactement ce que nous propose la toile ce matin. Qu'est-ce qui a fait la une? Qu'est-ce qui a marché? Les sujets les plus commentés. Et comme on le sait, effectivement, nous sommes au cœur même de la crise sanitaire avec le Covid-19. Plus que jamais, on en reparlera. Karine Santia, c'est avec vous ce matin. 100 cercueils en préparation pour les cas de Covid abandonnés dans les hôpitaux au Cameroun. Alors ça, c'est dans une note adressée au délégué régional des forêts et de la faune, une note du gouverneur de la région du littoral qui demande à ce que le délégué régional des forêts et de la faune mette à sa disposition des cercueils, 100 cercueils environ, afin de prendre en charge les enterrements, les inhumations de manière digne des personnes décédées de suite de Covid-19. Et puis, le délégué régional des forêts et de la faune
a aussi adressé une autre correspondance à une entreprise qui exerce dans le bois au Cameroun afin que celle-ci mette aussi à sa disposition des planches pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc pour vous, peut-être ce que les gens se disent sur la toile, les internautes se disent sur la toile, c'est soit il y a eu plus de morts que ce que le ministre de la Santé publique ne nous a donné comme rapport, soit alors il y aura plus de morts et ça ce sont les prévisions de Cercueil. En tout cas, ça justifie peut-être la colère, hein, la toute première colère quand j'ai adressé mon bonjour ce matin à Charles Amel Mbachou, qui m'a dit qu'il ne me disait pas bonjour parce qu'il ne comprenait rien justement de cette situation. Je me retourne vers vous rapidement, Dominique Audrey. Lorsqu'on entend ça, d'ailleurs, vous aussi, vous avez semblé tout à l'heure nous laisser un commentaire tout à fait difficile là-dessus, mais surtout très dur. Le Cameroun peine à avoir des solutions évidentes concernant les solutions liées au Covid-19. Est-ce qu'on serait véritablement en train de nous cacher les morts du Covid à Douala précisément? Quand on demande quand même sans cercueil, il y a de quoi se poser des questions. Mais monsieur Ngachou, qui vous a dit qu'on peine à trouver des solutions? Les solutions, on les a. Buvez dans les bars avec un masque. Restez à distance, vous n'aurez pas le Covid. Voilà les solutions que le Cameroun nous a données. Et je crois que si on s'en tient à ça, on pourra arriver à bout de cette maladie. Maintenant, en ce qui concerne les corps, moi je suis d'abord contente que monsieur le gouverneur ait envie que ces gens aient une sépulture digne de ce nom. C'est déjà bien. Mais maintenant, on peut tous convenir, auquel cas, sauf si on va nous prouver le contraire, j'espère qu'on peut convenir qu'effectivement, il y a autant de morts. On se serait posé la question, mais pourquoi aller commander autant de cercueils à la fois? Sauf s'il y a des cas en devenir, les personnes qui sont en quarantaine sont déjà partantes. Donc on sait que vraiment ceux-là, il n'y aura rien à sauver chez eux. Ils vont mourir dans bête, on prépare les cercueils pour les attendre. Mais honnêtement, si on nous a caché cette vérité, c'est grave. Parce que dès le départ de cette maladie, moi j'ai dit, si jamais on était transparent au niveau du nombre de morts, peut-être on aurait pu conscientiser au maximum de personnes. J'ai vu, il y a une personne qui a partagé une vidéo une fois sur mon mur Facebook, je crois que c'est en Équateur là-bas. Monsieur Ngachou, je vous assure, les corps sont abandonnés dans les rues, dans les poubelles. Les corps sont partout. Partout. Il aurait été bon que les Camerounais voient ça pour qu'ils prennent la gravité des choses. Donc, s'il y a autant de corps, on ne peut plus rien faire. Mais vraiment, qu'on nous dise qu'effectivement, beaucoup de personnes en meurent pour qu'on puisse sauver le maximum. On a vu également, on a regardé le reportage d'hier, l'un des reportages d'hier sur Equinox Télévision, dans le cadre du 20h, présenté par Cédric Noufélé. Un reportage qui a été mené par Gladys Sidje, mais surtout avec nos correspondants dans le Mungo, à Lom précisément, où quelqu'un nous a fait savoir qu'enfin il était libéré, sans alcool, sans la bière, il ne pouvait plus vivre. Peut-être va-t-il falloir enfin dire aux Camerounais, plus que jamais, nous vous interpellons à prendre très au sérieux la maladie liée au Covid-19, car c'est réel. Revenons justement à cette situation. Bonbon Bengan, peut-être précisons que le gouverneur lui-même récemment, qui était rentré dans un confinement et surtout s'est fait soigner, en est sorti et nous a laissé... Il a vu qu'il y avait plus de morts. Oui, peut-être en est sorti avec des choses que nous, on ne dit pas ouvertement. Il en sort et se dit, vaudrait mieux que moi, à mon niveau, je commence à prévoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Est-ce que c'est une belle idée, Bonbon Bengan? Non. Et en plus, ça, il y a un problème. Je ne sais pas, Karine va me reprendre si j'ai mal compris. Le gouverneur semble dire qu'il y aurait des corps abandonnés. Oui, dans des morgues. Dans des morgues. Donc, là maintenant, il ne garde pas les corps de Covid. Bon, les corps de Covid n'appartiennent pas à leur famille. Donc on ne peut pas parler de familles qui ont abandonné les corps liés au Covid. Donc c'est le gouvernement qui se charge de leur immunisation. D'abord, il y en a même, lorsque les familles veulent, on vous dit, non, vous ne touchez pas. C'était ça au départ. Maintenant, les corps abandonnés, généralement, le directeur de l'hôpital, avec le délégué régional de la santé publique, publie un communiqué où demande aux familles de venir. Maintenant, les corps accidentés, on demande quand même de les identifier et on les mettait dans les fosses. Comme ça que je vois. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que, de mon point de vue, si on prend la première hypothèse, les corps de Covid-19 abandonnés, ça veut dire que nos structures hospitalières, puisqu'on est dans le littoral, ne peuvent plus.
soit c'est vrai que tous ces gens-là sont morts de coronavirus, et c'est un problème, on nous cache des chiffres, donc il faut donc multiplier les chiffres par 5 ou 6 pour avoir les bons chiffres. Ou alors, nos hôpitaux sont dans cette espèce d'amalgame où vous pouvez mourir de cancer, on dit que c'est Covid. Oh, vous pouvez mourir de pneumonie simple, vous pouvez mourir d'insuffisance rénale, d'où maintenant est lié à Covid-19. Mais de tous les cas, d'un cas comme de l'autre, ce n'est pas au gouverneur de fabriquer les cercueils. Très bien. Les 2 milliards du chef de l'État devraient être distribués au moins pour les 360 communes. Non, j'ai dit bien, moi, il avait donné 1 milliard dans la cagnotte où il avait créé là. La première, maintenant, le Fonds de solidarité nationale. Ça devait donc être un appui à ce que l'Assemblée nationale a voté, comme 15% de dotation à la décentralisation pour les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ce sont les mairies qui ont les services techniques. Et les services techniques des mairies ont sûrement ou devraient avoir des menuiseries. Qui gère les cimetières? Ce n'est pas le gouverneur. Le gouverneur, lui, il est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Et on lui a donné les fonctions du chef de l'État dans sa région. Bon, si dans ce cas-là, il donne donc des ordres à l'autre délégué régional de l'environnement, ainsi de suite. Vous avez donc vu. Donc, est-ce que c'est à ce titre, comme représentant du chef de l'État, qu'il est en train, à ce moment, qu'il nous dise donc quel cimetière il a, qu'il vient gérer le cimetière. En même temps, il y a trop d'amalgame dans ce genre de choses. Et s'il y avait un syndicat de mairie, ils auraient donc pu aujourd'hui revendiquer la gestion des cimetières au moins. Parce que quand on va... Là, la gestion de la cimetière et, comment je vais dire ça, la gestion a commencé par la gestion du sol là-bas. Parce que est-ce que les corps qu'on amène dans les cimetières, c'est bien encadré? Est-ce qu'on ne va pas creuser une tombe sur une autre tombe? Est-ce que la distance entre les tombes est bien respectée? Est-ce qu'il y a même des normes? Ce n'est pas le gouvernement. Au-delà quand même, bon, on se demande, est-ce qu'il y a des fosses déjà, des fosses aménagées pour ces malades de Covid-19 au Cameroun? On en parle déjà? Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Si vous êtes... Si vous êtes mort dans au 3e arrondissement, il y a Japoma, le 5e arrondissement, apparemment, il y en a le Pombe ou n'importe où là-bas. Donc, à Koto, ils ont prévu des choses. Ici, à Douala 1er, c'est bois de singe, Douala 1er, Douala 2. Donc, ils font Douala 3, c'est donc pas si voilà. Merci. Ils font des choses comme ça. Charles Amel Bachou, justement, lorsque le gouverneur interpelle le délégué régional du ministère des Forêts et de la Faune également, et qui lui a en retour interpelle une entreprise qui fait dans l'exploitation du bois, on se demande qui a le bois finalement. Ne faites pas revenir sur l'affaire de gestion de forêt, ça va nous compliquer plus la tâche, monsieur Michel Ngachou. La première question que cela pose, c'est les rapports donnés par le ministre Manaouda Malachi tenaient sur quoi? Est-ce que c'est des rapports qui étaient donnés en temps et en heure? Parce qu'en France, ils ont créé un groupe où les différentes formations, ils n'avaient pas inclus les EHPAD, c'est plus tard qu'ils ont inclus les EHPAD, les différentes formations sanitaires données en temps réel et en heure. C'est à partir de ça qu'on procédait au décompte des morts par jour dans les différentes formations. Vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec l'université Johns Hopkins qui donne compte tous les soirs de l'état des différents morts. Est-ce qu'on a mis sur pied cela? Première question. Deuxième question, on se rend compte que les chiffres peut-être étaient imaginaires. Les chiffres étaient imaginaires parce que lorsque vous comparez avec la vidéo qu'on a vue sur Facebook où quelqu'un disait « Je suis là avec mon malade, j'ai déjà vu environ 40 corps qui sortent ici. » Ne restez pas chez vous, vous pensez que l'affaire là n'existe pas. Ça existe bel et bien. En une journée, on a eu 15 corps. Rappelez-vous, on a eu 15 morts
On a décompté ceux des entreprises pétrolières qu'on a enterrés. On a compté celui qui travaille à Feka Foot. On a compté celui qui travaille à la société. On a compté en une journée, je vous dis en une journée. Mais que le soir, on nous dit que non, on a eu un mort supplémentaire. Je pense qu'on était à combien de morts ce jour? Les gens se sont posé des questions. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on parcourt le rapport français sur la situation du Covid-19 en Afrique et parmi lesquels on soulève la question du Cameroun, cela contredit les chiffres officiels. 1396 cas positifs et 350 décès à la date du 23 avril, qui dit désormais la vérité entre ce rapport français et celui, on va le dire, du ministre de la Santé. On a cette sortie, il faut faire aussi la différence. Et Mbok a bien fait de le dire. Dans toutes les morgues, il y a des corps abandonnés. Je pense qu'au mois de janvier, on était dans les 62 corps abandonnés, il y a les malfrats, ceux qu'on a butés et tout, qui sont abandonnés dans les morgues. Est-ce qu'on a pris tous ces corps pour mettre sur le Covid? Auquel cas, ça devient un business où les gens veulent se sucrer derrière la mort, de prendre d'autres cadavres, transposer sur le Covid, histoire d'avoir beaucoup d'argent pour le financement et mener la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça? Point d'interrogation. Est-ce que véritablement, lorsqu'ils sont, ce n'est pas un désaveu? Parce que ça aussi, il faut le préciser, le gouverneur peut en train de démontrer que ce qu'on a de dire là-bas, parce que là, il y a des désaveux depuis un certain temps. Vous avez eu la sortie du Premier ministre qui dit allez dans les bars, consommer, réouverture des bars, des restaurants, mais le ministre de la Santé fait un tweet le même jour pour dire restez chez vous. Si vous êtes sage, restez chez vous, ne sortez pas. Je crois que la sortie du gouverneur, c'est aussi une façon de dire que n'écoutez pas ce qu'on dit. Il y a trop de morts sur cette affaire de Covid. Et plus que jamais, on se demande où est passé le président de la République qui, on a eu il y a depuis le 16 avril, c'est ça, le 16 avril effectivement, que nous l'avions eu avec... 16 mars. Le 16 mars, voilà, avec l'ambassadeur de France, Christophe Guilou. Karine Santia, vous voulez prononcer ce sujet et puis on évolue. Oui, ce que je vais dire par rapport au sujet, c'est qu'il faut au final qu'on nous dise la vérité. On est quand même dans un pays où cacher l'information est comme un travail, c'est une profession. De cacher les vraies informations et pousser les gens à la faute et aux exagérations. On a demandé aux gens de libérer, d'ouvrir les bars et autres, permettre aux gens de s'amuser, de se récréer et tout. Mais ces personnes-là sont en train de le faire pendant que ceux qui vous demandent de sortir là ont les vins dans leur cave dans la maison et ne sortent pas pour boire. Donc dites-vous bien que le Covid là, quand vous allez vous soigner à l'hôpital, ce ne sera pas gratuit. Et dites-vous aussi qu'il n'y a pas assez de respirateurs pour vous tous. Quand vous allez arriver à l'hôpital, si vous n'avez pas 100 000 ou 130 000 pour qu'on vous place un respirateur, on va vous laisser pour prendre celui qui peut donner ces 130 000 là, parce qu'on ne va pas pouvoir faire ici, mettre ici 30 minutes, mettre là-bas 30 minutes. Donc, on va faire la sélection des malades. Ça arrive qu'on fasse la sélection des malades à soigner et à sauver. Donc, si vous pensez que vous êtes immunisé par rapport au Covid-19, c'est vrai que d'autres pays ont libéré la population, ont laissé les gens vaquer à leurs occupations normalement parce qu'on veut permettre au coronavirus de tuer ceux qui peuvent tuer et puis permettre aux autres de s'en sortir. Mais chez nous, nous connaissons. Nous connaissons notre manière à nous de vivre et de survivre. Je ne sais pas comment un pays qui est aussi pauvre peut être amoureux de l'alcool. C'est vrai que même à l'église, on nous dit que le vin, c'est le vin de la vie. Mais je pense que celui que vous buvez là, c'est pour la mort. Très bien, Karine Santia. Il faut préciser, M. Michel Gachou, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont rappelé les personnels à la maison aussi. Qui ont rappelé les personnels à la maison. Beaucoup d'entreprises, ceux à qui on avait donné les congés, ceux qui travaillaient par service de car, ils ont rappelé ce personnel. Et si ce personnel revenait du quartier avec le Covid et en rapport récupérer le Covid, c'est toute l'entreprise, y compris même le directeur lui-même qui a rappelé parce qu'il poursuit le gars qui vont être infectés. Ça, il faut tenir compte aussi de cela. Certainement, on a le sentiment qu'au final, c'est le confinement qu'il faudra pour le Cameroun afin de mieux décider. Non, on ne va plus confiner. C'est le vaccin. On ne va plus confiner, c'est le vaccin. C'est quoi le vaccin? On est sur la route. Vous pensez qu'ils font ça? Pourquoi on est sur la route des vaccins? Avec les vaccins. Très bien. On est sur la route des vaccins. Mais surtout, les vaccins, jusqu'à présent, les Africains refusent tout vaccin. C'est vous qui décidez. Refusent tout vaccin venant de l'Organisation mondiale de la santé. Les Africains n'en veulent pas. Les Africains ne veulent aucun vaccin parce que nous savons effectivement ce qui se passe. Vous l'avez bien précisé ici récemment, Charles Amembachou, où on sait qu'il y a eu des vaccins qui ont été administrés à les enfants, précisément au Niger, pour lutter, je pense, même contre la polio, où on administrait ces enfants de l'eau simplement. Alors, vous demandez-vous, qu'est-ce qu'on mettra bien sûr dans ces vaccins?
Alors donc, Parce que pendant ça que nous tue y le sommes, Covid. nous Africains, nous enfants du Cameroun, nous sommes plus que jamais regardants et nous ne voulons pas de vaccin. On peut dire qu'on prend position, mais là, nous restons extrêmement méfiants et nous préservons justement nos santé. Car ils sont Alors, on poursuit. Si seulement c'était ça la Oui, mais décision. on va au bar. Alors, au bar. Pour ceux qui vont au bar, nous prenons la peine tous les jours de leur dire ici, n'y allez plus, n'y Monsieur. allez pas. Et d'ailleurs, vous faites très bien, Charles, de montrer qu'il y a des voix discordantes dans la gestion, bien sûr, Monsieur de la Michel cité Ngachou, entre ces vous êtes gouvernements, assis à ces côté gouvernements, d'un ces fumeur gouvernements. qui tire. Vous Quand aspirez il lâche, vous à aspirez, fumer. vous avez fumé. Entre deux côtés de cigarettes, il y a 3 tours qu'il envoie. Boum, boum. Avec la cigarette, vous prenez. Donc, rassurez-vous, les fautes des autres vont atteindre les innocents. Ce qu'on est en train de faire, c'est vers ça qu'on va. On va traverser la barre de 200 à 300 contaminations jour. Seule l'immunité de chaque personne, désormais, va le sauver. C'est tout ce qu'on a à dire. Soyez prudents, madame, messieurs. Prenez soin de vous. Regardez-vous. Regardez-vous véritablement. Nous croyons aussi que notre mission en tant que journaliste ou en tant que chaîne de télévision ou média, c'est de vous dire, c'est de vous sensibiliser et vous demander de rester plus que jamais attentif. La santé n'a pas de prix. Et Karine Santia l'a très bien dit tout à l'heure. Une fois l'hôpital sera compliqué. Parlons d'hôpital. Certainement, vous comme moi, vous avez regardé le 20h d'hier où le reporter Donna Biskangan est allé bien sûr à l'hôpital à Kentini où on s'est rendu compte que la Kentini se vide des patients. Les gens font de moins en moins confiance à l'hôpital, Charles Bachou. Les autres d'abord. On l'avait dit ici, et je pense que ce jour-là, nous avons reçu le directeur de l'hôpital à Kentini et celui de l'hôpital central de Yaoundé. Oui. Ils ont dit au même moment que non, n'ayez pas peur de l'hôpital. Mais où est-ce que, quel est l'hôpital donc qu'il nous présente aujourd'hui? Il dit, nous avons tout organisé, venez, et où est la confusion s'installe. C'est comme pendant le coup d'État où on vous dit qu'il y a la confusion dans la capitale. La situation deviendra donc normale quand? Ou alors, pour utiliser les termes militaires, parce que nous sommes en guerre, lorsqu'il y a confusion, on attend que la situation soit sous contrôle. Oui. Est-ce qu'à quel moment la situation sera sous contrôle? Nous voulons que la situation soit sous contrôle. Audrey a dit tout à l'heure, on boit au beurre comment? Même si c'est les pipettes qu'on vous donne. Vous allez percer votre masque pour siffler et tirer la colle, ou bien vous allez, votre masque va servir de, je ne sais pas moi, de tamis pour que la mousse, bon voilà. Mais maintenant, en faisant vous tousser, vous allez renvoyer, non, il y a un certain, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, comme on nous dit que la transmission est communautaire, la guérison doit aussi être communautaire. Consultez-vous par télémédecam. Les médecins ont mis en place un processus. Appelez-les, vous consultez. Si c'est ça, vous allez chez Cléda. Très bien. Vous allez vous approcher de Cléda. Si je vous dis venez chez moi. Monsieur Michel Ngachou, j'ai perdu, je n'avais pas prévu en parler, mais je suis obligé d'en parler. J'ai perdu 2 personnes de Covid-19. Beaucoup de personnes sont tentées de croire que c'est le feu de paille, c'est la maladie des riches. J'ai entendu ça. C'est vrai. Vous ne connaissez pas dans quelle souffrance ces personnes-là finissent leurs jours. Je dis leurs jours, les heures qui leur restent. Lorsqu'ils arrivent à ceci, qu'ils sont en détresse respiratoire, je vous assure, ce n'est pas beau à vivre cela. Que le gouvernement qui est conscient de cela, que le gouverneur qui lui-même a témoigné par voie audio, laisse les gens vont dans les bars. Regardez comment les gens boivent depuis vendredi. Regardez les chiffres. Dimanche matin, quand je venais à animer l'émission Pépé sous Monsieur Michel Ngachou, j'ai vu les chiffres. J'ai dit, bon Dieu, les chiffres ont monté seulement. J'ai dit monté. En termes de cas contaminés, ça a monté. Mais on va être à combien dans 2 semaines? Dans 3 semaines? Les cafétérias ont ouvert. Les restaurants ont ouvert. Tous les snacks bars, les boîtes de nuit. Mais imaginez-vous, monsieur Michel Ngachou, beaucoup de personnes qui sont allées à l'hôpital. Moi, mon cousin qui est décédé était hospitalisé. Il avait un cas de typhoïde. Il est allé à l'hôpital pour la typhoïde. Je dis pour la typhoïde, monsieur Michel Ngachou. C'est à l'hôpital qui contracte. Qui contracte le Covid. Je dis c'est à l'hôpital qui contracte le Covid. Lorsque sa femme arrive, on dit vous ne pouvez plus approcher.
Vous ne pouvez plus approcher. On dit, qu'est-ce qui se passe? On dit Covid, vous ne pouvez plus approcher. Bon, quelques heures après, on dit, il est mort. Mais Charles Lamel, vous imaginez? C'est à l'hôpital qu'on attrape plus le paludisme. Or, l'hôpital, ça devait être un endroit, j'allais dire, de sécurité. Mais c'est à l'hôpital où vous avez dû voir, vous avez dû voir ça, c'est celui dont le corps a été manipulé, la Nobel, vous avez dû voir. C'est grave. Je me permets, lorsque Charles Lamel, tu dis que c'est à l'hôpital qu'on attrape plus de paludisme. Oui, Quand il le dit, moi je voudrais humblement le dire ici. En 2016, je connais la naissance d'un fils et qui est né dans une formation sanitaire bien connue à Yaoundé. L'hôpital central de Yaoundé. Pavillon maternité. Je vous dis, comme on dit souvent au quartier, là-bas, il y a des moustiques de 36 ans. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, je dis, aller bien sûr au pavillon maternité de l'hôpital central. Moi, je n'ai rien, on n'a rien contre ces formations, mais dire quand même ce qui est les moustiques que nous avons là-bas, nous interpellons rapidement. Autant il y a un programme de lutte antivectorielle. Extrêmement il y a un programme inscrit au ministère de la Santé de lutte antivectorielle. Vraiment. Mais il faut le dire, c'est beaucoup d'argent qui sont développés. Et ce programme de lutte antivectorielle est déployé au niveau des mairies des villes, est déployé au niveau des mairies en termes d'arrondissement. C'est de l'argent liquide. Heureusement que Feu Luc Assamba était encore vivant, le maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Malheureusement, on se dit, cette question ou encore ce renchérissement devrait nous être renvoyé. Mais aujourd'hui, le maire Haïti est bien présent. Attendons de voir ce qu'il fera au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, pavillon maternité. L'hôpital central de Yaoundé est une sous-direction du ministère de la Santé publique. C'est plus à son niveau là. On n'est plus au niveau là-bas. Très bien, merci. Donc vous comprenez donc pourquoi, je termine parce que là vous m'avez pris, vous comprenez pourquoi les hôpitaux sont non vides, les patients, ceux qui ont été victimes en sortant, crient et décrient au quartier. Lorsque vous allez, et sur Facebook, je pense qu'il y a plusieurs personnes et des personnalités même bien connues qui ont témoigné en disant il ne fait plus bon d'aller à l'hôpital en cette heure de Covid. Parcourez les toiles à toile. C'est sur la toile, vous allez voir des personnes, les influenceurs qui le disent. Faites attention parce que l'hôpital est devenu source. C'est maintenant aux médecins et au directeur de l'hôpital, la Kentini, l'hôpital central, l'hôpital gynéco-obstétrique de sortir et de rassurer, bien évidemment, les patients et les petits malades. Allez, Karine, prochain sujet avec nous ce matin. On parle cette fois-ci de Survie Cameroun. Encore, Célestin Bézigui qui, il y a quelques jours, annonçait qu'il était partant pour recevoir les dons de Survie Cameroun pour sa localité, a fini par céder à la pression du préfet de son département qui a dit qu'il ne voulait pas d'événements ou encore de cérémonies de remise de dons dans sa localité venant de quiconque. Dominique Audrey Yangeleg, moi je vous lance rapidement sur ce sujet parce qu'en même temps, à l'entame de l'émission, vous avez semblé quand même nous faire savoir que pour vous c'était d'une frustration à nul autre pareil. Et là on peut regarder en image Denis Emilien Atangana qui lui aussi a réagi avant bien évidemment le préfet et invectivant d'ailleurs Célestin Bézigui. Il n'aura pas convoqué le conseil municipal effectivement, pour décider. lui en tant que maire, adjoint au maire, devrait le faire. C'est assez compliqué. Allez, Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas le sentiment ici, véritablement, que le Cameroun, là on le dira, parce qu'on est Camerounais, qu'il y a du cynisme dans l'air? Du machiavélisme, même si ça se dit en français, oui. Moi je ne comprends pas. Est-ce qu'on devrait en ce moment-ci s'accommoder de il est maire, il n'est pas maire, il est adjoint, il est machin, il est truc. Est-ce qu'on devrait s'accommoder à cette heure-ci de ce genre de futilité? Est-ce que M. Bézigui voulait recevoir les dons en tant qu'adjoint ou bien maire? Ou bien c'est l'individu Célestin Bézigui qui a reçu le don? Moi, je peux comprendre qu'il se soit défilé, mais il aurait dû persister parce que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas contre le sous-préfet ou bien ses amis, moi j'en sais rien. Ce qu'il voulait faire, c'était apporter un soutien aux populations de Mona Télé. Et maintenant, est-ce que ces populations-là doivent rester tranquilles? Est-ce qu'elles ont... On leur a donné des masques parce que le sous-préfet dit non. Est-ce que lui, il a déjà... C'est au sous-préfet de remettre les deux dessous là. Je crois que c'est le préfet, c'est le préfet. Le préfet. Non, le sous-préfet. Non, c'est le préfet qui a instruit. De la Léké qui a instruit au sous-préfet de ne pas... Et c'est au préfet qui remet les seaux et les savons aussi. C'est une question, je veux savoir. En même temps... C'est eux. Est-ce qu'il a déjà donné dans les savons et les seaux aux populations de la Léké?
Est-ce que ça ne devait pas venir compléter l'action du gouvernement pour protéger les populations de l'Aléquier contre le Covid? Moi, vraiment, cette situation, ça fait gerber, honnêtement. Je ne sais pas comment ils feront pour rester encore chez eux, se regarder dans un miroir. Lorsqu'on va compter les morts dans cette localité-là, parce qu'un masque aurait pu épargner une vie pendant une certaine période. Il ne faudrait pas... On aura toute la vie encore pour continuer avec les combats et les guerres là. On n'a pas de temps à perdre à ce moment avec ce genre d'histoire. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile. On vous comprend très bien Dominique Audrey, Charles Lamel Bachou, Mbombo Bengan et Karine Santia. Vous allez également vous prononcer sur cette réalité. Je demandais bien s'il n'y a pas du cynisme dans l'air avec cette attitude. Mais quand on voit le préfet, comme moi je connais personnellement, prendre une initiative comme celle-là, demandant au sous-préfet d'acter cela dans son territoire de compétences, Mbombo Bengan, est-ce que c'est pas méchant, dit même très méchant, de tuer consciencieusement une population tout en refusant qu'on puisse l'assister du point de vue sanitaire? Je vous réponds sans embâche, oui. Puisque lui aussi, bien qu'étant délégué départemental du ministère de l'administration territoriale, il a rang et prérogative du président de la République dans son département. Donc, il doit protéger les populations. C'est pour ça qu'il fait d'abord les tournées de prise de contact, après les tournées économiques, pour relancer l'étude. Pour ce cas précis, c'est plus compliqué. Le don provient de Survival Cameroun. Célestin Bedzigui siège à l'exécutif communal de Monatélé comme opposant, parti de l'Alliance libérale. Célestin Bedzigui fait partie de la majorité présidentielle. Célestin Bedzigui, c'est parmi des gens, en 92, ayant terminé une réunion à la salle de fête d'Aqua, est allé avec les Kumbimbilitik, les Gustave Saka, vous ne les avez pas connus, les maîtres 7 et tout. L'histoire quand même nous a servi. Être reçus au palais de l'unité pour dire qu'ils ont eu de l'argent pour participer aux élections. À l'époque où toute l'opposition, la grande majorité de l'opposition était contre, voulait d'abord qu'on regarde, qu'on modifie le code électoral de l'époque, qu'il ne pouvait pas aller aux élections avec un code électoral du parti unique. Donc vous savez, le personnage à lui-même est ambigu. Ajouté à cela, le don qui vient de Survival Cameroun, dont l'État a refusé, et je condamne le fait que l'État ait refusé, moi je le condamne. Parce que ici, on ne doit plus être à savoir que non comme Bomborg est venu. C'est pour cette raison que j'ai dit que les remèdes de Monseigneur Cléda les embarrassent. Ils refusent des psychothérapeutes, mais ils font quoi de Monseigneur Cléda? Ils sont obligés de valider même s'ils n'ont pas pris une note. Donc ici c'est la même chose. Donc, le pouvoir a même peur de ses propres, comment je vais dire ça, alliés. Oui. Parce que le PAL, tout comme Célestin Bedzigui, c'est l'allié du gouvernement, c'est l'allié du pouvoir. Est-ce qu'en refusant, on soupçonne l'alliance PAL-MRC, on soupçonne l'alliance Bedzigui-Camto dans le sud? Donc voilà comment on pose le problème. Or, une autorité administrative qui pose le problème de cette manière-là, ça ne devrait pas se faire dans une république. Il dit, moi j'ai les morts, je ne veux pas qu'il y ait des morts. Parce que si on dit là maintenant qu'il y a un cadavre, il faut l'amener à Monatélé ou à Obala, il va dire, mais le Covid-19 n'entre pas ici. Comment faire donc pour que Covid-19 n'entre pas là et soit soigné? Peut-être ça n'entrera pas. Il devait donc être au-dessus des considérations politiques parce qu'il est une autorité administrative. Très bien, bon, on vous a compris, mais je veux quand même vous signaler qu'il y a toujours sur la toile ces images qui circulent montrant le décès d'un chauffeur, d'une personnalité très importante du pays. D'ailleurs, on a vu les images qui ont circulé depuis hier, où on faisait sortir le corps de l'hôpital La Caisse à Yaoundé. Ce chauffeur-là qui était connu, moi je l'ai d'ailleurs connu personnellement pour avoir eu quelques contacts avec lui. C'est assez difficile et douloureux de le dire. Plus que jamais, il faut faire attention parce que ça pouvait être en fait le préfet lui-même qui aurait un cas
dans sa propre maison ou même l'autorité en ce qui concerne le souple-femme. Charles Membachou, vous vous prononcez sur le sujet? Monsieur Michel Ngachou, j'ai l'impression que le MRC s'embrouille ou l'opération suivie Cameroun s'embrouille. Pourquoi? Lorsqu'ils ont lancé l'opération de collecte, c'était pour un plan déterminé, non? Bien sûr. Aider les populations. D'où vient-il que les dons sont là? On refuse de prendre la partie qui devait être allouée à l'État et qu'immédiatement on ne décide pas de passer à un plan, au plan initial qui était de le distribuer aux différentes populations. Ce dont c'est donc à quoi? Non mais écoutez, il y a également, il y a également qu'on ne peut pas se lever et se mettre à la distribuer comme ça. Nous avons eu le PCRN. Nous avons eu le PCRN qui, depuis là, sur les réseaux sociaux, vous voyez, distribution des cash nez. Le PCRN j'ai pris un exemple. Non, j'ai pris un exemple. Le PCRN vous dira qu'ils ont obtenu justement une autorisation. De qui? Du MINAT en même temps. Oui, du MINAT. Mais ils ont écrit de la même façon que les autres ont écrit. S'ils ont obtenu qu'ils brandissent. Non, mais le drame, c'est que le matériel est là. Le matériel est là. Ce n'est pas qui veut. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Moi, monsieur. C'est ça qu'on est en train de jouer là. C'est ça qu'on est en train de jouer là. Qui veut les dons? Qui veut les dons? Mais vous avez pris de l'argent des Camerounais. Non, Monsieur Michel Ngachou. Monsieur Michel Ngachou, s'il vous plaît, qu'il se place au carrefour. Qu'il se place au carrefour, qu'il distribue. Je serai le premier à les prendre. On en a besoin. L'autre chose qui on en a besoin. Non, mais Charles Membachou. Maître Yondo Black en a distribué à l'RCVC. Voilà. De Douala. Qu'on distribue. Qu'il continue. Qu'il continue la distribution. C'est un début, c'est déjà un début, on va dire. Il faut saluer. C'est un début. Parce que ça, c'est une polémique qui est en train de naître inutilement. Attendons de voir la suite. Maître Yondo Black, hier, était rencontré Monseigneur Samuel Cléda. Maître Yondo Black lui a fait déjà, lui a remis une première partie. Maintenant, on va questionner dans les jours à venir. Vous avez le syndicat des personnels de santé, M. Sylvain Gaonana, qui a demandé à ce qu'on mette à sa disposition des dons. Ils sont nombreux qui demandent. Il faut donner. Les gens meurent, M. Michel. Allons à la pratique. Nous regardons bien sûr l'émission Droit de réponse dimanche avec Marie, je crois que c'est Marie Belle, Marie Douala, qui disait que le citoyen peut venir remettre son don, mais il faut enlever l'effigie, survivre à Cameroun. Mais vraiment, comme on l'a très bien dit, on n'en a rien à foutre pour le moment. Ce dont on a besoin, c'est de sauver les vies. Mais Charles Membachou vous dire, en attendant que nous retournons au plateau B, que c'est une première partie, on entendra la suite. Madame, monsieur, merci à vous de rester présents sur les antennes Equinox Télévision. Plateau B, en ce moment, il nous attend avec le concept Salaka. C'est Consti Lamine. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour mon cher ami et bonjour bel et bien à tous les téléspectateurs de cette émission. Et surtout bonjour à tout le personnel des magasins Sorebco. Un bonjour particulier à son directeur général. Bien sûr, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui a décidé de permettre aux Camerounais d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. C'est donc l'occasion ici pour moi de dire merci au directeur général de la société Sorebco, ainsi qu'à son directeur commercial et bien sûr son directeur marketing. Alors ce matin, je vais donc une fois de plus m'intéresser à tous ces clients-là qui sont à la recherche des pneus de qualité, à ceux-là qui ont besoin de bien rouler sur nos routes, à ceux-là qui ont besoin d'éviter les accidents, à ceux-là qui ont besoin d'arriver à l'heure au travail, d'arriver à l'heure à leur rendez-vous. Alors je vous conseille de vous rendre dans les magasins Sorebco parce que de ce côté-là, vous avez des pneus de qualité. De ce côté-là, vous avez des pneus qui vous permettront de retrouver le sourire. Alors, ce matin, il est question bien sûr de parler sécurité routière. Il est question bien sûr de parler d'une marque mondialement reconnue, la marque Rothschild. Rien que le nom de cette marque-là vous donne l'envie, bien entendu, d'aller dans les magasins Sorebco et d'acheter votre pneu à un prix vraiment dérisoire. Alors, ce matin, je commencerai déjà par le grand Salaka du jour, qui est celui de permettre aux 5 premières personnes qui vont commander les pneus en ce moment de recevoir une réduction de 50%. Oui, les numéros de téléphone, vous les avez à vos prêts, c'est-à-dire bien, vous avez les numéros de téléphone à l'écran. Donc, les premières personnes à commander dès à présent un pneu, que ce soit Bafoussam, que ce soit Yaoundé, que ce soit Garoua, que ce soit Douala, dès que vous appelez les numéros de téléphone du service commercial de Sorebco, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur l'achat d'un pneu, quelle que soit, bien entendu, c'est-à-dire la dimension, quelle que soit, bien entendu, la quantité, on vous accorde 50% de réduction.
Nous allons tout de suite commencer bien sûr par le premier produit de ce matin, la première catégorie de ces pneus. C'est bien sûr un pneu qui coûte 48 000 francs. C'est un pneu neuf, c'est un pneu de qualité, c'est un pneu d'origine qui vous permet de très bien rouler, qui vous permet bien sûr d'éviter les accidents. Vous l'avez à 48 000 francs dans les magasins Sorebco. C'est un pneu bien sûr 235 65 R17. Il coûtait avant plus de 60 000, mais vous l'avez présentement dans les magasins Sorebco à 48 000 francs. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes parmi les premières personnes à composer le numéro de téléphone et à passer la commande d'un pneu, vous l'aurez bien entendu à 24 000 francs pour les 5 premières personnes qui vont commander dès à présent. C'est l'occasion d'appeler, c'est l'occasion d'être parmi les 5 premières personnes. Ah ben oui, c'est un cadeau qui vient tout droit de la direction générale de Sorebco. Un pneu, regardez bien sûr la présentation physique de ce pneu. C'est un pneu adapté, quelle que soit la route, que ce soit les routes goudronnées, que ce soit bien entendu les routes où il y a de la boue, que ce soit les routes bien sûr dans les fins fonds du village. Ces pneus font bien sûr une très bonne circulation. Vous les avez à 48 000 francs dans les magasins Sorebco. C'est l'occasion d'attirer bien entendu les mécaniciens, les garagistes, les revendeurs du côté du camp Yabassi, les revendeurs du côté bien sûr de Yaoundé, les revendeurs du côté de Bafoussam. Évitez de vendre les pneus d'occasion. Les pneus d'occasion, c'est pas sécurisé, je vous le dis. C'est le concept Salaka qui vous parle. Les pneus neufs, c'est dans les magasins Sorebco. À côté, bien sûr, du pneu de 48 000, on a également un autre modèle. Regardez bien sûr ce modèle. Regardez les références. Vous l'avez bien entendu à 56 000. Ce pneu, bien entendu, 245 65 R17. Vous l'avez bien entendu à 56 000 francs dans les magasins Sorebco du Cameroun. Il y a également un troisième modèle, encore plus costaud, encore plus nyanga. Vous l'avez à 60 800 francs. Regardez bien les références, regardez le prix, regardez la marque, comment ça clignote. Regardez la marque Rothshine, ça dit tout simplement Rothshine. Vous l'avez à 60 800 francs dans les magasins Sorebco. Alors, chers téléspectateurs, avoir un pneu, c'est bien, mais acheter les pneus neufs, c'est encore mieux. Et où les avoir? C'est dans les magasins Sorebco, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Kribi, à Ebolova, à Bafoussam, à Yaoundé. C'est les prix valables dans tous les magasins Sorebco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent. Passez vos commandes. Quelle que soit la quantité, vous serez servi. Parce que Sorebco, c'est la vente en gros et en détail. Et je ne saurais partir sans rappeler également à tous les téléspectateurs que la promotion des cuisinières, la promotion des congélateurs, la promotion des réfrigérateurs, la promotion des machines à laver, la promotion des carreaux est toujours en cours dans tous les magasins Sorebco. Vous recherchez une cuisinière de qualité, un congélateur de qualité, des carreaux d'origine, un réfrigérateur de qualité, une machine à laver de qualité. Rendez-vous dans les magasins Sorebco et faites le plein, bien entendu, à la maison. Parce qu'en ce moment de confinement, n'allez plus laver les vêtements chez le voisin. N'allez plus demander les appareils chez les voisins. Allez chez Sorebco et vous aurez la qualité. Avec nous ce matin, mesdames et messieurs, vous aussi, toujours le même plaisir. On rappelle quand même, pour la petite correction, le communiqué lié effectivement, on dira celui du gouverneur pour un rectificatif. Ils nous font savoir que c'est pour prévoir. C'est pour prévoir justement ce qui peut advenir comme éventuel cas de décès de Covid-19 dans le littoral. Allez, Karine Santia, on vous dira merci. Vous nous laissez quelques messages avant de partir. Prévoir quoi? Prévoir des morts, si jamais il y en a. Donc ce n'est plus pour les... Parce que j'ai lu le communiqué, il connaît lire. Je connais lire. Non, il y a eu, quand on réécrive un nouveau communiqué et qu'on le rende public. Allez, quand on réécrive un nouveau communiqué et qu'on le rende public, allez, là on comprendra. Merci. Parce que là vraiment, il ne faut pas qu'on nous embrouille. Merci à tous, merci à vous, merci mesdames et messieurs pour vos nombreux messages. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. D'ici à là, restez sur Equinox Télévision et bien évidemment la suite des programmes sur vos télévisions.